Alors bonsoir à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Donc déjà, on remercie la famille Aïch qui nous accueille. Je souhaite beaucoup de nachat, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Par la facile, les bons mots dans le chinour, les bons zivugim, Bécha Tova, avec les bonnes familles. Que tout se passe dans ta chaîne, dans le shalom et dans la paix. Bisrout Rabbi Meir, Vechen Yirassam Venomar. Amen. Et pour vous aussi qui avez sacrifié une soirée télé, très importante. Alors, vous connaissez le thème? Non plus? Un petit peu. Alors, il y a une notion qui est développée dans la pensée Benchetrital, c'est que la vie est vécue en 4 étapes. Un peu comme un examen qu'on passe en 4 années. Il y a la première année où il faut obtenir 5 UV, la deuxième année, il faut obtenir 10 UV, la troisième année, il faut obtenir 6 UV, et la quatrième année, il faut obtenir 5 UV. La première année, elle correspond au célibat. Le célibat, c'est une période où on doit obtenir un certain nombre d'UV, d'accord? C'est-à-dire on détermine son niveau spirituel, son niveau intellectuel, après les gens qu'on côtoie, le métier qu'on fait, les études qu'on fait, après le rapport qu'on a avec l'argent, avec l'autre, avec la famille. Tout ça, c'est les UV personnels, c'est-à-dire le portrait robot de ma personnalité, je dois la fabriquer normalement, a priori, en tant que célibataire. Après, il ne faut pas avoir peur parce que tout ce qu'on n'a pas atteint au niveau de sa complétude psychologique, intellectuelle et spirituelle, c'est pas grave puisqu'on l'épouse. Donc les UV qu'on n'a pas eu en première année, on va les passer en deuxième année. Ça s'appelle Mezavgim, la dame, les filles Assam, on fait rencontrer un homme selon ses actions. On sait que les actions, ils sont le relief de la personne. Et la personne, elle est à l'intérieur. Et le relief de la personne, c'est-à-dire que mes ma'asim, mes actions, en fait, ils sont le fruit de ma personne. Parce que moi, je suis le OC. Alors, j'avais donné cette image qu'on dit Gadol Amease Mina OC, et le plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Si vous allez convaincre quelqu'un de faire Shabbat, eh ben, vous avez plus de mérite que celui qui fait Shabbat. Gadol Amease Mina OC. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde toujours ce principe de Mease et de OC dans deux personnes différentes. Celui-là, il est l'influenceur, et celui-là, il est l'influencé. Mais moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle, c'est de dire, pourquoi on ne dirait pas que les deux, ils sont dans la même personne? C'est que même en nous, il y a quelqu'un qui est le Rossé, celui qui agit, qui fait, et il y a le Meracé, celui qui fait faire. Je suis la personne qui fait faire à moi ce que je fais. Ça va jusque-là? Par exemple, quand on se lève le matin, on dit « je me lève ». Pourquoi on dit « je me lève », le « je » c'est moi, et le « me » c'est moi. Donc combien on est à se lever? C'est compliqué. En fait, il y a celui qui veut se lever, ça s'appelle le « je ». Il est positif, il est volontaire, il est dynamique. Et il y a le « me ». Le « me ». Lui, il ne veut pas se lever, lui. Ouais, lui, il justifie le creux dans le canapé, donc c'est normal, dans le lit, que s'il se lève, le creux va disparaître. Donc il se sent une responsabilité au niveau universel, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le « je », il va lever le « me ». D'accord? C'est pareil, je me prends en main. Il y a quelqu'un en moi qui veut se prendre en main, il y en a un qui ne veut pas se prendre en main. Il veut se laisser aller, il veut faire le gamin, il veut faire la victime. Donc il faut que le « je » qui est fort, il prend en main le « me » qui est faible. Ça va? Et le problème, c'est que ça marche aussi dans le sens. Je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelqu'un en moi qui entretient ma dépression. Parce que je me sens pas bien, je me sens pas bien. C'est-à-dire que je me donne les moyens de perpétuer ma douleur. Vous me suivez ou... Voilà. Donc on est de toute façon deux personnes. Donc quand on dit que par exemple, quand on se marie, il faut accepter qu'on se marie avec deux personnes. La personne de l'extérieur, la personne de l'intérieur. Maintenant, elle est censée être la même. Parce qu'on est censé être soi-même. Soi-même, c'est le même que soi. Bon, dans le langage Khamim, ça s'appelle Toho Kibaro. Ton intérieur et ton extérieur sont les mêmes. Maintenant, ça s'appelle aussi la cohérence, ça s'appelle la coordination, ça s'appelle l'honnêteté, ça s'appelle tzaddik. C'est ça, tzaddik. Les gens croient que tzaddik, ça veut dire juste. Mais en vérité, des fois, c'est juste. Il va falloir régler le problème du bruit parce que là, c'est juste limite insupportable. Donc, fermez cette porte, ça ne me dérange pas. Parce que vous entendez bien au fond là-bas? C'est vrai? Sans forcer, sans rien? Bon. Non, parce qu'il y a des choses déjà que vous n'aurez pas envie d'entendre. Alors si en plus vous entendez mal, ça fait un double filtre. Et là... Donc l'idée c'est quoi? C'est que la personne, elle comprend qu'elle doit faire ce travail-là, qui en vérité commence dans le célibat, mais qui dure toute la vie, c'est qu'elle doit se construire elle-même.
tout le travail des midotes et la construction personnelle et la relation avec le temps, avec l'argent, avec la religion, avec Dieu, c'est toute la vie ça, d'accord? Mais on va avoir ce qu'on appelle des partenariats. Donc Hachem, il va nous envoyer un compagnon, une compagne, déjà avec qui va être en fin de compte la suite, c'est-à-dire la deuxième partie de Maneshama. C'est ça le défaut majeur de la personne qu'on épouse, c'est qu'elle nous ressemble. Maintenant, soit elle nous ressemble par mimétisme, donc les gens ils disent, vous êtes frères et sœurs? Non, non, mari et femme. Oh là là, c'est incroyable comment vous ressemblez. Ou alors par complémentarité, et là c'est plus compliqué. Parce que bien que la prise mâle et la prise femelle ne se ressemblent pas, ouais, mais quand même quand tu les branches, le courant passe. Sauf si ça vient d'un autre pays. Là, il faut un adaptateur. Ça s'appelle le Shalom Bayit. Ouais. C'est pour ça qu'on parle souvent, tu me fais péter les câbles, tu montes la tension, t'es pas une lumière. On voit bien que tout tourne autour du courant. Ouais. D'ailleurs, ils ont même fait une religion dans un certain peuple. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tout ce que je n'ai pas atteint en tant que personne, je l'épouse. C'est que le bon Dieu, il va me trouver quelqu'un qui est dans le même niveau d'évolution, de détérioration, qu'on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, et l'autre va m'aider à devenir la personne que je suis censé être. Donc le très très nerveux, où il va rencontrer une blata totale, la banquise, la gelée de poulet, ouais, où il va rencontrer quelqu'un de plus nerveux que lui, qui va devenir cinglé, jusqu'à qu'il travaille son problème de calme, d'accord? Le gars qui est un faux religieux, il va rencontrer une vraie religieuse. Donc elle est en mini-jupe, mais elle parle de Dieu toute la journée. Et lui, il a une kippa comme ça, mais il cherche des magouilles, des embrouilles, des traits, il regarde des films bizarres. Ouais. Donc elle est vraie, et lui, il est faux, mais lui, il est religieux, elle l'est pas. Des fois, c'est le contraire. D'accord? Moi, des femmes me disent, ouais, mais je suis triste, je vais divorcer parce que mon mari, il n'est pas religieux. Je dis, écoutez, il n'est pas religieux, il n'est pas religieux, il est ignorant d'abord. Et effectivement, ils auront divorcé, à cause de, soi-disant, à cause de la religion. Et quelques années plus tard, j'arrive à Bron, je ne sais plus où, à Vénissieux, et je vois arriver un Hassid. Et le mec, il me dit, Baruch Hashem, An Hashem, Baruch Hashem, Kiddush Hashem, Baruch Hashem, An Hashem. Je le regarde, mais t'es Gérard. Ah, vous m'avez reconnu, Rav. C'est-à-dire que le gars qui n'était pas religieux, quand il a quitté sa femme, il est devenu religieux. Et la femme, elle a eu un petit accident de mœurs, parce que son fils, il m'appelle pour me dire, Rav Ben Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme, tous les soirs, il y a un homme différent qui rentre dans sa chambre. Donc la religieuse, qui a divorcé soi-disant à cause de la religion, et qui reprochait à son mari de ne pas être religieux, parce que lui, il n'était pas religieux, mais il était vrai. Elle était religieuse, mais elle était fausse. D'accord? Donc il croyait que c'était un problème de religion. Non, c'est un problème que toi, qui es fausse, il faut que tu deviennes vrai. Ouais, et toi, que tu sois cohérent avec ta vérité, puisque tu es vrai. Il faut juste prolonger la droite. Quelle différence entre la science et la religion? C'est très simple. C'est que la science, elle pose un point là où tu es, un deuxième point là où tu penses atteindre. Mais en vérité, entre deux points, on sait très bien en mathématiques, on peut faire passer une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Donc il y a une espèce de malhonnêteté scientifique d'arrêter la droite là où tu décides de l'arrêter. Mais la droite, elle continue, papa, puisqu'elle va jusqu'à plus l'infini. Donc tu prends n'importe quel phénomène, un phénomène physique, un phénomène chimique, un phénomène psychologique, un phénomène spirituel, social, n'importe quel phénomène, quand tu prolonges la droite, tu arrives à Dieu. C'est normal, il suffit de chercher l'essentiel. Mais les gens, ils sont malhonnêtes, ils arrêtent la droite. Vous me suivez ou non? Ah non, ça rentre pas dans les critères de recherche. Pourquoi? Pourquoi tu arrêtes pourquoi tu limites? Pourquoi tu limites? N'aie pas peur. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir fait d'études, donc je ne suis pas complexé par des a priori. Eh ben, quand je parle avec des intellectuels, même de très haut niveau, je pousse avec eux. Allez, pousse. Qu'est-ce que t'as peur? Pousse la ligne. Qu'est-ce que t'as peur? Et les gars, ils n'ont pas peur. Hein. Malheureusement, souvent, c'est plus des goles que des feuilles. Mais ils n'ont pas peur. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas? Effectivement, pourquoi pas? C'est un autre regard, c'est une autre approche, c'est une autre lecture. Et hop, ils apprennent. Et pourquoi pas? Avance. Non, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il arrête. Mais alors, c'est quoi sa limite? C'est pas le deuxième point. Sa limite, c'est la remise en cause. C'est que les gens, ils sont prêts à accepter une vérité qui ne le remet pas en cause. Alors, quand tu sais que tu poses une question et que tu n'es prêt à conditionner l'acceptation de la réponse que par le fait qu'elle ne te remet pas en cause, donc ça veut dire déjà que tu ne veux pas la vérité. Vous me suivez ou non? Ça, en psychologie, ça s'appelle le taux de FTG, c'est-à-dire le niveau de foutage de gueule que... C'est que toi-même, tu te fous de toi. Maintenant, ça, c'est une des qualités qu'il faut travailler le plus tôt possible dans sa personne, si on veut vivre sa vie. Rav Dessler, il appelle Mabat Haemet, la vision de la vérité. C'est un cours de Ben Chetrit qui s'appelle comme ça. Ouais.
En fait, c'est le taux de déformation de tes intérêts dans ta réflexion. Par exemple, tu as la flemme. Alors tu dis, c'est pas à moi de le faire. En vérité, c'est de la flemme. D'accord? Tu dis, non, franchement, je comprends pas. Mais en vérité, tu n'arrives pas à lutter contre l'intérêt qui t'empêche de croire. Donc ça veut dire que tant que toi, tu n'es pas assez absent de toi pour comprendre en toi la personne qui n'est pas toi, qui t'empêche d'être toi, c'est même pas sûr que tu vis ta vie. Et là, à ce niveau-là, c'est plus de la religion. Là, il faut consulter, là. C'est de la psychiatrie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit travailler les midotes et tout ça, en vérité, c'est un cadeau de la Torah. Quand la Torah te dit travaille la sablanout, travaille la patience, travaille la remise en cause, fais tes chouvas, reprends conscience, lutte contre tes pulsions. En vérité, la Torah elle te rend service. Parce que ce que nous, on appelle un rachat, eux, ils l'appellent un pervers narcissique, un bipolaire. Ils ont des médicaments pour ça. Donc là, la Torah elle te dit travaille. Par exemple, t'es dur. Bah, travaille tes rahamim. Apprends à te sensibiliser. D'accord? Toi, t'es radin. Apprends à donner. C'est un travail, c'est un apprentissage. Maintenant, les gens, ils veulent pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de psychorigidité qu'on appelle la difficulté à se remettre en cause. Mais de toute façon, on est condamné à se remettre en cause. Puisque on évolue, on change, notre corps, il change, la société, elle change, notre mari, notre femme, elle change, nos enfants grandissent, nos parents vieillissent. Donc, on est condamné à s'adapter. Je rappelle que l'adaptation en philosophie, c'est l'intelligence. Donc, le contraire de l'adaptation, c'est l'inadaptation. Et le contraire de l'intelligence, vous avez compris, c'est la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Donc, les gens qui sont inadaptés, en vérité, c'est pas seulement qu'ils ne sont pas dans le réel, ouais, c'est aussi qu'ils sont de plus en plus inadaptés. Or, le problème, c'est que l'inadaptation, c'est la distance entre la réalité et toi. Et après, pour combler cette distance, eh ben, tu es obligé d'inventer le mensonge, la névrose, la souffrance, les cachets, le transfert de culpabilité, parce qu'il faut trouver quelqu'un à accuser, parce que tu n'es pas toi-même. Mais ça vient de quoi ça? Simplement parce que tu t'es pas adapté. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de t'adapter? Parce que tu n'arrives pas à évoluer. Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Parce que tu n'arrives pas à te remettre en cause. Mais on est obligé de se remettre en cause. Par exemple, vous êtes là, moi je suis là. D'accord? Bon, je vais donner un cours. Je regarde vos têtes. Si je vois que vous ne comprenez pas, ou vous endormez, ben j'adapte le discours. Je mets plus d'exemples. Si je vois que vous suivez dans le profond, je vais plus profond. Si je vois que vous suivez dans les sources de Torah, je mets plus de Gmarot. Ouais. Vous me suivez ou non? Si je vois que vous réagissez pas, je fais plus de blagues. Si je vois que vous essuyez une larme quand je parle de votre couple, je calme le jeu. Ouais. Parce que je vois que ça va aller trop loin là. Je suis obligé de m'adapter. Bah oui, parce que communiquer, c'est communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Ça va? Donc là, on com unique pour atteindre une com union. Maintenant, la communion, c'est quoi? Ça s'appelle l'équivalence des volontés. Shaviut Aritzonot, il dit le Maharal. Ouais. Et l'équivalence des volontés s'appelle l'amour. Et l'amour en hébreu, c'est Ava. Et Ava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Voilà. D'accord? Donc on a un rapport d'amour. Parce que comme il y a un rapport d'amour entre un homme et une femme, il y a un rapport d'amour entre un élève et le maître. Il y a un rapport d'amour entre le patron et l'employé. Mais pas d'amour au niveau émotionnel, maintenant, la passion. Mais un rapport d'amour, ça veut dire un rapport d'unité. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que vous remarquez souvent que les gens qui ne se comprennent pas, en fait, ils n'ont même pas le même langage. Le jour, il y a un petit jeune, il a voulu parler de pensée juive et tout ça. Bon, il est gentil, le gars, très gentil et tout, mais un peu jeune. Alors il a commencé à me dire, ouais, ça. Après, je ne suis pas d'accord. Je dis, écoute-moi bien. Si tu veux qu'on parle tous les deux de pensée juive, d'Ashkafa, déjà, il faut qu'on se pose 3 heures sur tous les principes fondamentaux pour être sûr qu'on parle de la même chose. Parce que si pour passer 3 heures et qu'à la fin tu me dis, ah, c'est ça que vous vouliez dire, je ne les ai pas les 3 heures. Si j'avais 3 heures, je passerais du temps avec mes enfants. D'accord? Donc, je te donne des éléments et après, prends le temps de réfléchir. Au pire, tu comprends. Comme tu veux ou non. Mais quand quelqu'un, il confond la contradiction, enfin l'obstination avec la personnalité, quand tu crois que d'affirmer ce que tu as en tête, ça s'appelle penser, quand tu crois que t'entêter ça s'appelle t'affirmer, tu as un problème. Parce que tu ne peux pas évoluer. Comme tu veux ou non. Même les téléphones, ils font des mises à jour.
Même les logiciels, ils font des mises à jour. Et toi, tu fais pas de mise à jour. Alors, la mise à jour chez l'homme s'appelle la teshuva. La mise à jour, c'est la remise en cause. La mise à jour dans le couple s'appelle, on remet les choses à plat, on retravaille les fondamentaux, on rediscute, on repose, c'est normal. Je dis, non, écoute, bon, ça marche, je préfère ne rien dire. Tu sais, des femmes disent, mais madame, il faut parler avec votre mari. Écoutez, hein, quand je viens du mikvé, tout va bien, parce qu'il a de quoi manger, je ne vais pas commencer à poser des questions de fond. Il va s'énerver, il va se braquer, hop, c'est fini. Bon, et quand je suis nida, n'en parlons pas, il est nerveux, il va bien, alors il vaut mieux ne pas parler. Alors comme ça, on ne va pas pourrir l'atmosphère. Je vais vous parler quand alors? Parce qu'il n'y a que deux, hein, c'est ou nida ou pas nida. Bon, après, il y a la personne qui a mis une pause sur la méno, mais ça, c'est encore une autre période. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait qu'à un moment, la femme, entre guillemets, elle a un corps et après, elle n'a pas de corps, aux yeux de son mari? Vous savez pourquoi? Non? Vous savez pas? Non plus? Il faut sortir un petit peu. Ouvrez vos yeux. Ils sont un peu jeunes les deux là. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire. Non, parce que là je suis obligé de. Ça va? Quel âge vous avez? 14? Et toi? Vous voulez pas lire une BD ou quelque chose? Non, parce que là ça me restreint au niveau du. Non, tu me dis au couple et Shalom Bayit et tu vas mettre des. Ah bon. Hadak Baruch, excusez-moi, hein. Ne prenez pas mal, mais ça aurait pu être pire. Alors. Non, ils sont jeunes, il faut leur laisser d'espoir. Alors, nous on a pris perpète, bon, on peut rien dire, mais eux, les pauvres, ils sont avant le film. Non, je rigole. Non, il y a des choses que tu peux entendre à un certain âge, tu peux pas entendre à un autre âge, c'est comme ça. C'est un très très compliqué que quand on forme les khatanim, en vérité, ça sert à rien parce que c'est que de la théorie. Et après, quand ils rentrent dans la réalité, ils sont plus prêts à écouter, mais c'est maintenant qu'ils ont besoin parce qu'ils sont dans le réel. Voilà, ça s'appelle un paradoxe. De quoi je parlais? Ah oui, la nida. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est un peu violent, mais comme vous êtes des gens sérieux, on peut y aller direct. C'est qu'en fait, un homme met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Des années. Les goïms, ils ont renoncé déjà. Eux, ils disent l'objet du désir. C'est-à-dire que dans la relation, il y a la personne et l'objet. D'accord? Maintenant, après, la femme, elle subit une telle pression au niveau des médias, au niveau de la télé, au niveau du cinéma, qu'elle-même, elle est contente, c'est-à-dire son contentement existentiel, il est justement qu'elle arrive à être l'objet de la personne. Alors qu'elle est censée être une personne, pas un objet. En plus, on n'a pas le même rapport avec un objet qu'avec une personne. Bah oui, parce que là, le verre, je le prends. Mais je ne peux pas prendre une personne. Je peux donner à une personne. Maintenant, donner, ça rapproche et prendre, ça sépare. Tu t'étonnes que les gens, ils prennent du plaisir et ça les sépare. Et les gens, ils donnent du plaisir et ça les rapproche. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Alors, c'est un test effroyable, mais il est violent. Je vous le dis parce que je vous aime. Si après la relation, vous en sentez éloigné, c'est que vous avez consommé. Si après la relation, vous vous sentez proche, c'est que vous avez investi. Voilà. Chacun, il fera les calculs. D'accord? Parce que je ne peux pas le dire devant des gosses de 14 ans. Tu me diras, c'est sur Facebook. Mais bon, j'espère qu'il n'y a pas des petits vicieux qui regardent ça, non? Donc, ça veut dire quoi? Restez calme. L'idée, c'est que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des rendez-vous. Si nous, on est malin, on vient au rendez-vous. Le problème, c'est qu'il faut que nous venions au rendez-vous. C'est de la même manière que tu as rendez-vous avec tes épreuves, si tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Ouais. Tu as rendez-vous avec la personne que tu épouses, qui, encore une fois, qui est comme l'empreinte et la basket. Vous prenez une basket, vous l'enfoncez dans la terre. Quand vous la sortez, il y a l'empreinte. Maintenant, ça s'appelle une empreinte inversée. C'est-à-dire que ce qui est un creux dans la basket, c'est un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, c'est un creux dans l'empreinte. Donc tu verras qu'une chose qui est acquise chez toi, elle est en défaut chez ta femme. Une chose qui est en défaut chez toi, elle est acquise chez ta femme. Du coup, toi, quand tu vas accepter la différence de l'autre, elle devient moteur de complémentarité. Mais si tu refuses la différence, pourquoi? Parce qu'en tant que célibataire, tu aurais dû régler déjà ton problème de psychorigidité. Alors déjà que tu t'es pris la tête avec ton père et ta mère, que tu as refusé le système scolaire et que tu supportes pas qu'on te fasse des remarques, mais tu es condamné en 2 mots. Et oui, damné parce que c'est une forme de malédiction, et condamné parce que ça s'écrit comme ça. Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, encore une fois, et c'est ça la définition de la vie, ouais, c'est que... Viens ici. Là c'est 500, là c'est 800. C'est pas grave. Donc maintenant c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, si on réfléchit bien, que la vie, en fait, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ouais, c'est un puzzle d'une précision tellement violente qu'on est agressé par la précision. C'est-à-dire que la personne, tes parents, par exemple, ils te ressemblent. Mais c'est normal, je viens d'eux. Non, tu n'as pas compris jusqu'à quel point ils te ressemblent. C'est-à-dire qu'ils te renvoient, en fin de compte, un travail que tu dois faire. Sur la base de quoi? De ce qu'ils sont. Maintenant, tu me diras, mais c'est normal, ça s'appelle la génétique. Non, en vérité, si tu vas réfléchir, comme il y a la génétique physique, tu as les hanches de ta mère, tu as le nez de ton père, ouais. Mais il y a aussi la génétique psychologique. Tu dirais, entêté, on dirait sa grand-mère. Ouais. Et il y a la génétique spirituelle, ça s'appelle Sroutavot. C'est-à-dire génération après génération, on a fait hériter. C'est-à-dire que les arrière-grands-parents à Meknes, ben, ils allaient au mikvé dans l'oued là-bas, ouais. Et la petite fille, elle arrange sa jupe, elle supporte pas d'avoir un bouton ouvert. Tu crois que c'est d'où ça? Ça vient? Ça s'hérite. Donc ça veut dire qu'en fait, on est tout le temps pris dans une espèce de dynamique transgénérationnelle de ce qu'on a reçu, de ce qu'on investit. Ça va? Maintenant, ça peut être des outils, ça peut être des poids. Parce que s'il y a eu un adultère il y a 3 générations, je peux dire que la femme, elle n'a pas divorcé, et que l'arrière-grand-mère, et que son mari, il l'a cassé pendant 42 ans, crois-moi que la fille, elle est marquée, la petite fille, elle est marquée, hein, parce que c'est... Tu as dit ça va pas, il faut divorcer. Non, il reste. Non, à l'époque, ça se faisait pas. Le mec, il l'a insulté pendant 32 ans. C'est pas une dépression qu'elle a fait. C'est un abîme de souffrance qu'elle a imprégné dans ses cellules et qu'elle a accouché dans les générations. Quand la Torah dit 4 générations, les gens ils croient que c'est une punition. Non, c'est le temps de diluer un traumatisme sur les générations à venir. On avait fait une fois un truc avec les non-juifs sur ça. Le transgénérationnel. Bon, moi, ils m'ont demandé de faire sur les Gilgoul. Eux, ils appellent ça les mutants. Ouais, mais c'est une réalité. Tu vois bien que tu reçois. La preuve, on appelle ça Sroutavot. Ça t'es bien content qu'Abraham est venu, il a sacrifié son fils, que grâce à ça, on aime la Torah. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que tes petits-enfants, ils ont eu un grand-père qui a fait des efforts? Voilà. Ça s'appelle le relais. Alors, de la même manière qu'il y a un relais entre la génération d'avant et la génération de là, il y a un relais entre toi et toi-même, donc la personne que tu es censé être et la personne que tu deviens. Après, il y a le relais entre toi et la personne que tu épouses. Après, vous deux, le relais entre vous deux et vos enfants. C'est que toute la vie, en fin de compte, c'est des passages, c'est des passages, c'est des passages. Il dit maintenant, après, c'est de savoir, est-ce qu'on a compris que chaque étape est une opportunité? Ou non, chaque étape est une souffrance? Alors, ça dépend de comment tu... Est-ce que tu es scolaire ou tu n'es pas scolaire? Les gens qui sont scolaires, ils vont comprendre que l'école est une opportunité. Les gens qui ne sont pas scolaires, ils vont dire « Ah, qu'est-ce que j'ai souffert ?» Et tous ces interros, et tous ces stress, et tous ces devoirs, et tous ces trucs inutiles qu'on a appris, et tous ces horaires, et toute cette discipline, ça ne servait à rien. Ah, j'ai fui l'école, parce que j'étais pressé d'aller travailler. Mais JH2, ça veut dire jeune normal au carré. Si tu étais stressé par une interro, tu ne vas pas être stressé par les 182 000 € d'URSSAF à payer. Mais tu vas tirer une balle. C'est rien le stress de l'école puisqu'il est théorique. Et en vérité, c'est ça l'école. L'école, c'est qu'on va te faire vivre la même situation, mais en théorie. Après, tu rentres dans la pratique. C'est pour ça que de 0 à 13 ans, on n'est pas chayav des mitzvot. De 13 à 20 ans, on est obligé de faire les mitzvot, mais on n'est pas punissable. Et après, à partir de 20 ans, on est punissable. Ça veut dire que l'âge, la maturité spirituelle, c'est 13 ans, mais la maturité mentale, c'est normalement 20 ans. Aujourd'hui, il faut compter à peu près de 32. À cause de la PlayStation et des séries télévisées qui décalent la maturité. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. De dire qu'on comprend qu'un homme, en vérité, il est dans une logique. Enfin, moi, quand je dis homme, c'est homme et femme, hein, d'accord? Il est dans une logique d'apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage, c'est un mot qui est écrit en 2 mots. C'est apprenti, sage. L'apprenti, c'est l'élève. C'est celui qui se remet en cause, qui pose des questions, qui évolue. Le sage, c'est celui qui a atteint le niveau de la compréhension. Ok. Maintenant, le problème, c'est pas qu'on est à un moment apprenti et à un moment sage. C'est un mouvement. Ça veut dire que apprenti, c'est celui qui est en recherche, qui est en questionnement,
qui est en demande d'évolution. Et le sage, c'est celui qui a atteint le niveau de maturité qui a été développé par le questionnement qu'il a eu avant. C'est comme dans un escalier. Un escalier, il y a un côté raide et un côté plat. Et bien, le côté raide, c'est le côté apprenti. Le côté plat, c'est le côté sage. Mais qui appelle à un autre côté raide, d'accord? Qui appelle à un autre côté plat. Tu as crevé pour faire ton premier restaurant. Tu dis, ah, t'es content. Le comptable, il dit, écoute, pour amortir tes frais, il faut que tu fasses un deuxième. Tu fais un deuxième. Ouais. Après, tu es content d'avoir fait le deuxième. Après, un troisième. C'est comme ça. Apprenti, en hébreu, ça s'appelle Talmid. Et sage s'appelle Chacham. Ça s'appelle Talmid, Chacham. Voilà, vous avez tout compris. Donc, le Talmid Chacham, ce qu'on appelle vulgairement l'érudit, d'accord? C'est quelqu'un qui est tout le temps en évolution. Ça, c'est la différence entre Esav et Yaakov. Parce que Esav, ils disent les Chachamim, c'est quoi? C'est Esav, c'est Arasouille, il est fini. D'ailleurs, tout le deuxième prénom de Esav, c'est Capri. Tout le monde sait parce que Capri, c'est fini. Oui. Donc, il est fini. C'est-à-dire, 6 mois après la naissance, il est fini. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... Ouais. C'est que Newton, il dit la ligne droite, c'est le chemin le plus court entre 2 points. Alors que Yaakov, ça s'écrit Yud, Ain, Kouf, Bet, c'est Rekev. Rekev, c'est le talon. Et Yud, c'est quoi? C'est la Chorma. Yud, Rekev, c'est que même à la fin de sa vie, il est encore au talon de sa Chorma. Donc il est en évolution perpétuelle. Oui, c'est la différence. C'est pour ça qu'à chaque fois que les feuilles, ils se sociabilisent, ils sortent des ghettos, ils foutent la pagaille. Bah oui, parce que l'un il est fini, l'autre il est infini. Donc quand l'infini sort du ghetto, il rentre en fac. Quand il rentre en fac, il fait de la physique. Quand il fait de la physique, il voit la relativité. Vous me suivez ou non? L'autre, il regarde la société et il écrit le capital. C'est normal. Ouais. L'autre, il regarde la psychologie. Il dit, mais on est tous des fous. Freud, il faut que tu dormes avec ta sœur pour aimer ta mère. Bon, lui, il a tout axé sur la sexualité. D'accord, mais ce qui n'est pas totalement débile, parce que, tu sais, quand vous regardez l'homme de Léonard de Vinci, là, le gars tout nu, là, vous avez vu, il s'inscrit dans un cercle. C'est très intéressant. Parce que quand vous tracez les diagonales du cercle, le centre du cercle, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est ici. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui maîtrise ici, c'est un serviteur de Dieu. Les autres, ils servent quelqu'un d'autre. Ouais. Ça s'appelle Shmirat Abrit. Donc il y a une logique là-dedans que tout tourne autour. D'ailleurs, ils le savent très bien. Même un président américain, tu peux le mettre à 4 pattes alors qu'il a l'arme atomique avec une secrétaire. C'est pas possible qu'un mec ait un tellement pouvoir de décision, tu arrives à l'influencer. C'est pour ça que les Chassidim ils mettent une ceinture. Parce qu'il y a en dessous de la ceinture, au-dessus de la ceinture. Et il y a les 2 hémisphères d'en haut, les 2 hémisphères d'en bas. Et il y en a qui ont ce qu'on appelle un transfert d'hémisphères. Donc ils réfléchissent avec leurs hémisphères d'en bas. Ouais. Alors que normalement, il faut réfléchir avec les hémisphères d'en bas, d'en haut. D'ailleurs, les enfants que tu as fait avec ceux-là et les enfants que tu as fait avec ceux-là, ils n'ont pas la même tête. Du tout. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Il dit pourquoi chez les hommes, ça dure longtemps et chez les animaux, ça dure 1 minute. Parce que c'est juste pour procréer. Vous allez me dire, mais je connais des gens aussi chez qui ça dure 1 minute. Je te dis, lève-toi, arrête de vivre à 4 pattes. Parce que ça se fait avec ça, les enfants, ça se fait pas avec ça. Maintenant, tu dis, mais c'est nécessaire aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu fais avec ça, ça dure longtemps. Si tu fais avec ça, ça dure 1 seconde. Ça s'appelle une pulsion. Ça s'appelle une conviction. Ça n'a rien à voir. C'est ça que tu veux faire un avec la personne qui est en face de toi. Ça, c'est que tu veux faire un avec le corps de la personne. Donc, quand tu utilises le corps de la personne pour te faire plaisir, finalement, ça ne dure pas longtemps. Ça s'appelle de la masturbation accompagnée. Mais si tu dis non, parce que la Torah, elle veut que tu fasses un dans la tête avec ta femme, après tu fasses un dans le cœur, et ensuite tu fais un dans le corps. Et l'unité du corps, elle sert à entériner les acquis de un dans le cœur et un dans l'esprit. C'est pour ça qu'il y a la nida. Parce que quand la nida, le rideau est baissé, papa, le buffet est fermé, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien. Mais rien. C'est que la Torah, elle a dit on ne veut pas qu'il y ait des relations. Ouais, Khamim, ils ont dit on ne se touche pas, on ne dort pas dans le même lit, on ne se passe même pas un bébé. On ne passe même pas un objet, on ne peut même pas boire dans le même verre. Une fois, j'ai dit ça à un Khatan. Je lui ai dit, tu sais, la Lacha, quand la femme est Nida, tu ne peux pas boire dans le même verre qu'elle. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'elle a posé ses lèvres ici. Alors il me dit, vous êtes des obsédés.
Je dis oui, c'est vrai, nous sommes des obsédés sexuels. Mais de notre femme. Toi, tu es obsédé de toutes les femmes. Je ne sais pas si tu sens la problématique. Ouais. C'est bien d'être obsédé de sa femme, bien sûr. C'est même d'être jaloux. C'est bien. C'est normal. Parce que le jour où tu dis, bon, tu sais, moi ou un autre, fais-toi plaisir. Non, tu peux pas, tu es jaloux. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Pourquoi? Parce que tu es attaché, mais pas jaloux dans la logique de la domination, de la maîtrise, de la domestication. Non, dans la logique du privilège d'avoir le droit d'être avec toi. C'est un privilège. Alors, ce privilège, je ne veux pas le partager. Ça s'appelle la jalousie positive. Ouais, quand tu es jaloux du chacham, pas parce que lui, il est comme ça, parce que toi, tu voudrais être comme lui. Ça, c'est une jalousie positive. Mais si tu dis pour qui il se prend lui, ça, c'est une jalousie négative, ça s'appelle une névrose. D'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que Hachem, il va nous envoyer des gens qui ont comme défaut majeur, encore une fois, de nous ressembler. Soit par mimétisme, soit par complémentarité. Maintenant, le problème, c'est est-ce que nous, on est prêt à jouer le jeu de la complémentarité? C'est comme si vous allez dans la jungle, en pleine jungle de l'Amazonie, là-bas. Il n'y a rien, il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien. Ils sont tout nus avec une ficelle, ils mangent des mangues et des termites. Ouais. Et tu leur amènes une bouteille comme ça, mais sans le bouchon. Et tu leur montres. Alors, ils font comme ça. Il sait pas ce que c'est. C'est une bouteille. Puis, un mois après, tu lui amènes le bouchon. Ouais. Alors, il voit un bouchon tout seul, comme ça. Pareil, il ne comprend pas. Lui, il ne voit pas le lien. Il fait guéli. Bang, 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 bang. Puis après, tu fais comme ça. Regarde. En boulot, regarde. Ça, c'est beau, ça. C'est la vis. Oh, c'est extraordinaire. Regarde, tu fais comme ça. Regarde bien. Tu vois là, tu fais ça. Ah, tu fais ça. Extraordinaire. Ça va, vous êtes convaincus? Non? Bon. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la femme. Ils ne se ressemblent pas du tout. Mais quand tu les mets ensemble, ils sont complémentaires. Tu sais comment ça fonctionne? Tu sais comment tu sais que ça fonctionne? Regarde. Je ne le fais pas trop parce qu'après, il y aura trop de gaz. Il n'y a pas de fuite. C'est-à-dire, si ta femme, elle ne pleure pas, c'est que vous avez atteint un niveau de complémentarité. Bah oui, parce que le pleur, il dit le Maharal de Prague, Zebitou la nefesh. C'est le bouleversement de la personne intérieure. Et ce que les gens n'arrivent pas à dire avec leur bouche, ils le disent avec leurs yeux. C'est pour ça que les larmes sont salées. C'est très toxique. Ouais. Donc si ta femme elle pleure, c'est que tu n'as pas compris que vous êtes complémentaires. C'est pour ça que la Gemara dit dans Babel Sia que Léolam Isaher Adam, toujours un homme doit faire attention aux pleurs de sa femme. Parce qu'elle dit comme sa sensibilité est plus grande, donc la punition est plus rapide. Non, la femme est une grande source de bénédiction. Hein. Mais c'est dangereux. Parce que la sensibilité, c'est bien. C'est comme la nitroglycérine. Ça rend service, mais il faut savoir le manipuler. Une fois, j'ai vu des gens, ils veulent divorcer. Je dis, écoute, tu sais, réfléchis bien, parce que tu trouves qu'elle dépense trop, c'est pour ça que tu veux divorcer. Mais quand tu vas divorcer, de toute façon, on va tout te prendre. Donc, si tu es vraiment radin, il vaut mieux que tu restes marié. Ça revient moins cher. La femme, c'est comme un animal. Blessé, il est plus dangereux. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette souffrance et toute cette haine, elle vient de quoi? Elle vient de la non-complémentarité. Parce que si Ahava, ça veut dire l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad, que 1, Sin A, qui veut dire la haine, ça a la même consonation phonétique que Shnaim. Shina, Shnaim. Et Shnaim, c'est quoi? 2. Vous suivez ou non? Maintenant, l'amour, c'est de faire 1, la haine, c'est de faire 2. Maintenant, faire 2, ça veut dire quoi? 2, on ne pense pas de la même manière. 2, on a 2 corps différents. 2, on a 2 familles, parce que ta sale race pourrie. 2 familles, ouais. 2, c'est 2 races. Marocains, des fois c'est pire, c'est 2 villes. Meknassi, Marrakech, c'est 2 planètes. Maintenant, étant donné que c'est interdit d'après la Torah d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère, qui sont les personnes féminines les plus parfaites de l'univers. Mais c'est assourd. C'est assourd. Le Rav Simcha Zissel, il pose cette question, il dit, mais je ne comprends pas, la Torah, elle a mis 8 interdits
de karet, excommunion, sur des relations sexuelles avec des personnes que tu n'aurais même pas idée d'aller avec. Là, tu aurais dit celui qui va avec sa sœur, celui qui va avec sa mère, celui qui va avec sa grand-mère, celui qui va avec la femme de son mari qui n'est pas sa mère, il est chayav karet. D'accord? Il demande au Rav Simcha Zissel, mais à quoi ça sert d'interdire ça? Je crois que le mec, Chazvé Shalom, il pense à aller avec sa mère. T'as compris ou non? Donc ça sert à rien de faire des interdits comme ça. C'est comme si tu dis, il est interdit de manger les algues. Oh, ben ça va aller. J'ai pas un grand etc. Interdit de boire le Pacifique. Ça va aller. Interdit de manger du caca le jour de Kippour. Oh, c'était pas la peine de le mentionner. Hein. On va y arriver. D'accord? Donc pourquoi la Torah, elle va interdire quelque chose qui est impensable? Il dit le Rav Simcha Zissel, on parle pas Chazvé Shalom que le gars, il veut aller avec sa mère. Non, il veut avoir la même sécurité mentale qu'avec sa mère. Il veut avoir la même sécurité émotionnelle qu'avec sa sœur. Ouais, il veut avoir la même sécurité émotionnelle qu'avec son passé. Parce que la sœur, la mère et la grand-mère, c'est le passé. Mais la femme, c'est l'avenir. L'avenir, c'est l'inconnu. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas la émouna, que Akadosh Baruch Hu, il t'a interdit ta sœur, mais il t'a fait rencontrer ton âme sœur, ouais, ça va pas marcher. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas votre expérience. Moi, je suis à peu près à 30 000 couples. Je suis fatigué d'écouter des bêtises. Des fois, j'ai l'impression que le cerveau est une excroissance de l'estomac. Mais la base, c'est ça. La base, c'est que la personne n'accepte pas que quand tu te maries, il y a un travail à faire. Les gens, ils veulent que ça soit comme les imprimantes. Tu la branches, c'est plug and play. Votre appareil est reconnu par Windows. Votre appareil est installé par Windows. Votre appareil est prêt à être utilisé. Mais une femme, un mari, c'est pas plug and play, baba. Le logiciel, il n'est pas inscrit en toi, déjà dans ton Windows. Il va falloir le faire. Pourquoi il faut le faire? Une fois comme ça, un gars il m'a dit, moi je vais me marier, j'entends communication, solidarité, remise en cause, investissement, bonté, reconnaissance. Moi je suis un homme qui travaille, je suis un patron, j'ai beaucoup de responsabilités. Moi, ça marchera, ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Je dis alors donc t'as pas voulu te marier? Mais si, je me suis marié. Non, parce que marier des couleurs, jaune, bleu, vert, marier des matières, cuivre, or souple, ouais. Donc, marier des circonstances, marier des opportunités, donc marier des personnes, automatiquement, ça veut dire qu'il va y avoir un travail de changement grâce ou pour l'autre. Et en fait, c'est ça qui nous rapproche. Ce qui nous rapproche, c'est pas le fait qu'on a reçu, c'est le fait qu'on a changé pour l'autre. Vous me suivez ou non? Et d'un autre côté, c'est pas complètement débile. Parce que, vous savez que, ça me dérange un peu la vérité, le gars. Donc, si, dans le bruit de papier, il y a un bruit de papier, je sais pas ce que... Non, je suis enceinte, je suis très sensible. Donc ça veut dire quoi? Non, parce que je vous explique pourquoi. C'est pas que je veux le monopole, c'est vrai que je suis marocain, mais c'est parce que là, ce que je vous demande, c'est un gros effort de concentration. D'accord? Donc tous les petits bruits, les parasites, ça vous déconcentre. C'est maintenant, si vous êtes à 100% dans ce que je dis, déjà, vous avez du mal à comprendre du premier coup. Mais si en plus vous avez la tête ailleurs, comme on dit en anglais, chlet al denia. D'accord? Maintenant, si vous êtes 100% avec moi, vous allez prendre 80% de ce que je vais dire et 80% de ce que je pense. Mais ce que je pense, je ne l'ai pas dit. Donc c'est ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas avec moi, bah même ce que je vais dire, vous allez retenir 3%. Parce que quand j'étais jeune, j'avais renoncé à la communication. Parce que quand j'ai vu que quand vous parlez à quelqu'un, il y a à peu près 10 filtres qui font perdre 90% du message. Ouais, c'est pas mon genre, c'est pas mon style, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, c'est pas les mots que je veux entendre, et puis ça me dérange, et ça me saoule, et ça me remet en cause. Donc quand vous dites 10 unités de communication, il y en a 2 qui passent. Après, tu m'étonnes qu'on se comprend pas. C'est comme si toi tu me parles et ça coupe, à la fin tu dis alors tu signes? Je dis attends, écoute, je sais pas ce que tu me vends, je sais pas combien ça coûte, je sais pas combien je marge, je sais pas comment, je connais pas le délai, je connais pas les conditions. Bon, tu signes ou non? C'est exactement pareil. En fait, la communication est ce qu'on appelle en philosophie un PAC, un piège à... C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir sur être sur la même longueur d'onde. Et quand moi je viens pour vous donner un discours d'1h30
sur 30 ans d'expérience, c'est quoi l'illusion de croire qu'à la fin, on va sortir avec la même idée? Donc, je vous donne le secret. C'est simple. C'est que, en fait, vous ne devez pas essayer de retenir ce que je dis. Vous devez essayer de comprendre ce que je veux dire. Maintenant, ce que je veux dire, je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas le temps de le dire. Mais vous allez vous servir de la trame de ce que je dis pour créer une connexion avec ce que je veux. Et quand votre volonté d'entendre et ma volonté d'exprimer vont se rencontrer, alors le message, il va passer en Wi-Fi. Voilà. Quand j'ai expliqué ça à un spécialiste de la force de vente, il m'a dit, écoute, Echia, vous avez 20 ans d'avance sur nous. Nous, on fait de la communication de haut niveau, mais ils n'avaient jamais inclus la neshama dedans. Alors que nous, on dit, Dvarim ayotsim minalem nirtasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Les gens, ils croient du cœur, ça sort du cœur. Ça sort du cœur. Gabriel, arrête, Johnny, arrête. Non, ça sort du cœur, ça sort de ton essence. Parce que rappelez-vous, cette phrase de Ben Chetri, très connue. Moi, avant, je ne disais pas que c'était moi, mais je le dis. C'est qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre de quelqu'un de tordu, même si c'est très très intelligent. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre de quelqu'un de pervers, même si le gars il est d'une capacité cognitive déconcertante. Parce que tu reçois ce qu'il est. C'est dangereux. Sachez-le. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'apprendre d'arabe qui n'a pas l'aïra de il m'a sourd. Et le mec, il te déballe le chasse. Si après tu vois qu'il a des yeux bizarres sur ta femme, tu dis sortez de la maison, monsieur. Tu dis chas shalom simsileno tout. Non, il faut. Encore tout à l'heure, je parlais avec un religieux, un collègue, enfin un concurrent, et il m'a dit, mais tu te rends compte, t'as entendu cette histoire qui s'est passée? Je lui ai dit, mais tu crois que le Yetzirara, il est mort à l'entrée de Jérusalem? Je crois qu'il s'est étouffé à l'entrée de Bnei Brak. Je crois que la majorité des divorces qui se font à Kiryat Sefer, c'est parce que la soupe elle a brûlé. Abota, il est partout. Et encore plus, Agadol Michavero, il sera Godel. Quand tu es plus grand, il est plus grand. Donc celui qui n'est pas en vigilance mature et dynamique de se préserver, il est dedans. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire avec vous, parce que moi, mon projet à moi, c'est pas de faire un cours. Vous n'avez pas besoin. À la limite, c'est mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD. D'accord? Et puis, vous avez tout sur Internet. Demain matin, il sera sur YouTube. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un moment de communication. D'accord? C'est pour ça que le projet du cours, c'est de vous faire gagner 10 ans en maturité. On va le faire, n'ayez pas peur. Hein. Si vous jouez le jeu, on prend 10 ans. Vous sortez, vous dites, wow, c'est passé un truc. Parce qu'en fait, là, ce que vous écoutez, c'est un discours. Mais la trame intellectuelle en parallèle que vous faites dans la tête, la part émotionnelle, le voyage que vous faites à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup des psychologues et des coachs qui assistent à mes cours. Ils m'ont dit, mais ce que tu fais en 1 heure, on le fait en 3 ans. Tu vas nous foutre au chômage. Je dis, mais j'ai pas le temps. Moi, d'abord, j'ai pas une piscine à payer. Et puis, en plus de ça, c'est qu'on est là pour ça. On est là pour aider les autres à devenir. Ah, maintenant, vous allez dire, qui a dit que c'est toi le responsable de ça? Mais non, tu n'as pas compris. Moi, je deviens moi. C'est vous qui assistez à mes exercices de devenir qui vous font devenir. Parce que la seule manière de faire exister, c'est d'exister. Donc, quand toi, tu vas évoluer devant tes enfants, ils évoluent. Quand toi, tu vas évoluer devant ton conjoint, il évolue. Parce que les gens, ils demandent les stratagèmes, la pédagogie, la manière. En vérité, le principal, encore une fois, c'est quoi? C'est l'énergie émise par la personne en évolution. Maintenant, cette énergie, elle est captée par quelqu'un qui veut aussi évoluer. Alors, ça fait passer les messages. Donc, en fait, on se sert d'une trame, d'un stratagème qui s'appelle le discours. Mais en vérité, ce qui est intéressant, c'est le parcours émotionnel, spirituel et psychologique que vous allez faire pendant l'expression du discours. Mais ça se passe à l'intérieur. Ça va? Donc moi, j'ai une volonté d'exprimer et vous avez une volonté d'entendre. Moi, j'ai une volonté de grandir, vous avez une volonté d'évoluer. On va faire du chemin. Parce que c'est une grande question. C'est une question que j'avais à 14 ans. Quand tu dis que tu as compris quelque chose, ouais, c'est dire quoi comprendre? Comprendre, c'est comprendre, vous savez. Alors, est-ce que c'est parce que tu as suivi une démonstration? Par exemple, A implique B. Ok, c'est vrai. B implique C. Ça marche toujours. C implique D. C'est vrai. Et D implique E. Ok. Et E implique F. Ok. Donc, tu as compris que A implique F. Super. Pourquoi? Parce que tu as suivi une démonstration. Ou non, en vérité, non. Si je t'avais bien expliqué A, regardez à quoi je pensais à 14 ans. Si tu as bien compris A, je t'ai bien expliqué A. Après, je t'explique bien F. Après, tu réfléchis. Et tu me dis, A implique F. Donc la question, elle est,
La question, elle était à l'époque. C'est est-ce que la compréhension, c'est-à-dire ce stade de maturité intellectuelle que tu atteins dans un développement de réflexion, il est parce que tu as suivi une trame qui t'a démontré que A égale F, ou non, la trame, elle t'a obligé à te concentrer et c'est le niveau de concentration qui a fait que tu as compris que A égale F. C'est qu'on est tellement paresseux qu'on a besoin d'une trame pour pouvoir s'obliger à se concentrer et c'est la concentration qui fait la compréhension. Ou non, c'est la démonstration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi tu comprends? C'est pareil dans la vie. Tu passes des choses et un jour tu dis « Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. » Pourquoi tu as compris? Parce qu'on t'a expliqué. Pourquoi tu as compris? Parce que tu es passé par des étapes pédagogiques? Non, pas forcément. Des fois, c'est un stress. Des fois, c'est un malaise. Des fois, c'est une peur. Des fois, c'est qu'on t'a poussé à bout. Et là, il s'est passé un truc. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, il y a une espèce de paresse mentale, de paresse intellectuelle, de paresse émotionnelle, de paresse existentielle qui fait qu'on est blata. On est lourd. On est très, très lourd. Maintenant, quand tu as un stress qui vient chez toi, la fille, elle te dit, écoute, si tu me fais pas, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, tu ne fais pas la demande, je me casse. D'un seul coup, tu accélères. Ou tu reçois une lettre d'avocat, oh, tu dis, chérie, je suis prêt à changer. Mais la femme, elle dit, ça fait 17 ans que je t'attends. Tu crois que tu vas récupérer en 15 jours ce que tu n'as pas fait en 15 ans? Oui, mais c'est fini, je t'ai dit, un enfant, il est malade, tac, tu prends sur toi le Shabbat, la cache-route, je campagne tous les rabbins, toutes les conférences. Ta mère, elle a organisé tes 74 conférences à la maison. Ton mari, il a organisé 94 conférences, un truc, les rabbins, les bras, le cotel, rien, laissez-moi tranquille, vous me saoulez. Moi, je veux kiffer là, j'aime bien être toute nue, j'aime bien. Un petit diagnostic de leucémie, de rien, rien du tout. Écoutez, la biopsie n'est pas très, très encourageante. La perruque, le Shabbat, la cache-route, qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, Jennifer, ah non, c'est Myriam. Oh. Ça s'appelle le syndrome du dentifrice. Pourquoi il faut appuyer dessus pour que ça sorte? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne remets pas le bouchon. Vous prenez le dentifrice, vous l'ouvrez et vous le laissez sans le bouchon. Ouais, c'est des gens qui n'arrivent pas à fermer leur... Ben ça sèche. Donc ils ne parlent pas. Et quand tu les pousses à bout, tu sais, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit. Mais maintenant, je vais dire, rah, ils en mettent plein la salle de bain. Alors mon amour, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en toute maîtrise, en toute conscience, en toute volonté, tu ouvres, tu exprimes, tu fermes, tu te tais. Et ça va bien. Ça s'appelle la fluidité existentielle. Le rapport de maturité avec la réalité. La sérénité. D'être cool. Take it easy. Sois bien. C'est pas que t'es blata, et d'un seul coup, tac, tu te mets à travailler. Ouais. C'est pas que tu t'en fous, et d'un seul coup, ça devient grave. C'est pas que tu dis, la santé, c'est pas ça, et d'un seul coup, tu te mets à vérifier les sucres et les grammes et les... Pourquoi? Tu peux pas nous faire un truc équilibré. Une vitesse de croisière. L'avion, il fait 20 minutes pour monter. Vous savez ça? L'avion, pour monter à sa vitesse, son altitude de croisière, il met 20 minutes. Et 20 minutes pour descendre. Imagine-toi quand tu as des vols de 40 minutes. En fait, tu as fait une montée, une descente. Donc ça veut dire quoi? Ça prend du temps pour évoluer. Alors si on t'a dit que tu es marié 30 ans, ça veut dire que tu as au moins 10 ans pour devenir un mec bien. Toi, tu as au moins 10 ans pour devenir une épouse. Au moins. Allez, genre, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Tu me saoules, moi j'ai les clients, j'ai les trucs, j'ai les copines, j'ai la voisine, j'ai le... Un gars, il n'y a pas très longtemps, là. Bon, ils avaient un gros problème. En fait, le mec, c'est une carapace, une ortie, une espèce de caverne d'Alibaba, le Fort Knox. Je lui ai donné un travail à faire, en aparté, avec des trucs de remise en cause et tout ça. Puis il a choisi d'ouvrir son cœur, alors qu'ils étaient devant le guet. Hein. Et le mec, il a ouvert son cœur. Et la femme, elle est devenue folle. Et je t'adore, Donc c'est elle qui voulait divorcer. En fait, le mari qu'elle attendait depuis 15 ans, il est venu. Je sais pas si tu vois. Où il était avant, il était là-bas. Il était enfermé au fond de la caverne. Parce que là, c'est plus de la psychologie, là, c'est de la spéléologie. Le moi, il est trop loin. Ouais. Maintenant, lui, il m'appelle, il me dit, Ria, je suis perdu, là, j'ai un volcan dans la tête parce que je suis tout, je sais plus quoi dire, quoi faire, je vais au travail, je sais plus. Je dis, c'est normal, t'as eu rendez-vous avec toi. C'est depuis la perte de ta mère. Tu t'étais bloqué, et maintenant tu t'es ouvert. Ta femme, elle en a crevé, elle était prête à divorcer pour que tu t'ouvres. Maintenant tu t'es ouvert. Le problème, c'est que pour elle, elle trouve le mari qu'elle veut, mais toi, tu as rencontré un mec que tu connais pas. Donc il faut que tu te détendes, parce que tu es un mec intelligent, tu es un mec ordonné, tu es un mec qui a fait des études. Grâce à Dieu, tu n'as pas pris trop de vitamines illégales
qui aurait pu détruire l'étanchéité des compartiments qui te permettent de rester un mec normal, parce qu'il y a la fonction imaginative, l'intellect actif, la gestion des émotions, la relationnelle avec la maturité, c'est des compartiments. Le problème des vitamines, c'est qu'elles détruisent l'étanchéité des compartiments. Du coup, ton intellect actif, il est pris en charge par ton imagination et tu te mets à avoir des effets hallucinogènes. C'est pour ça que 85% des gens qui prennent du shit de manière régulière, ils finissent minimum schizophrènes. Et les gens, ils ne le disent pas ça. Tu dis, oh, c'est régulier. Regarde les vaches, ils en prennent toute la journée. Non, parce qu'avant, le shit, il était toxique à 5%. Maintenant, ils ont fait du shit OGM. 25% de toxique. Donc le mec, il vient chez moi, il me dit, Rabbi Shefrit, je sais que vous comprenez ce genre de choses, vous êtes sensible à la Torah profonde. J'ai vu Avram, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Le pire, c'est que le Harizal aussi, il les a vus. Je dis, mais tu n'es pas le Harizal. Donc, il y a un seul mois de juin dans l'année. Donc, quand on est à 5 juin par jour, je ne sais pas si tu vois le cycle de l'année, à quelle vitesse il passe. Moi, je vous le dis, avec la tête claire, avec une religion équilibrée, avec un cerveau rapide, avec une sensibilité maîtrisée, avec une dynamique positive et constructive et une émouna à 100%, c'est pas évident la vie. Alors si t'es khmar, analphabète, lourd, blata, pervers, méchant, tordu et rachat, et fumeur de cannabis, la vérité, je peux même pas le condamner, le mec il est déjà mort. Bah oui, parce que la Gemara elle dit qu'il lui repose même au tamet. Hachem ne veut pas de la mort du mort. C'est-à-dire que le rachat il est mort. Les gens ils croient qu'il est mort, il n'est pas mort. Khadé Shalom, il n'est pas mort. On ne va pas appeler Benamou, Varga. Non. Parce que c'est quoi vivant? Vivant, c'est un rapport de maturité avec la réalité. Donc c'est quoi mort? C'est un rapport d'immaturité. Maintenant, quand ton esprit il est plus en maîtrise, soit parce que tu es coléreux, soit parce que tu es angoissé, soit parce que tu es nerveux, soit parce que tu es pris par ton Yetzirah, soit parce que tu as des pulsions animales, soit parce que tu ne peux pas gagner honnêtement ta vie, tu es obligé de voler. Donc tu n'es pas toi. Alors tu es qui? Personne. Non, le problème, c'est que quelqu'un qui est personne, il est mort. Quelqu'un qui est vivant, il est quelqu'un. Et c'est quoi quelqu'un? C'est unique. Donc quand tu vas développer le côté unique qui est en toi, dans la réalité, ça s'appelle être quelqu'un. Si tu es complet, ça s'appelle Tov. Et Tov en hébreu, ça veut pas dire bon, ça veut dire complet. Donc Tov, c'est quelqu'un complet. Et ça s'appelle injuste. D'ailleurs, on lui dit juste quelqu'un de bien. C'est pas grave. Il faut suivre l'actualité musicale. Juste quelqu'un. Bon, alors. Mais c'est ça l'idée. Non, il n'y en a pas deux, il y en a qu'un. Il y a un seul qui fait ça. Ils ont cassé le moule. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne me donne pas les moyens d'être moi-même, si je ne me donne pas les moyens d'être construit, si je ne me donne pas les moyens d'être capable de me remettre en cause, de m'adapter à ma réalité, d'évoluer avec mon conjoint, d'évoluer avec mes enfants, d'évoluer avec mes épreuves, eh ben je ne vais pas évoluer. Comme je ne vais pas évoluer, je vais être inadapté. Quand je vais être inadapté, il y aura de plus en plus de distance entre les épreuves que la vie va me proposer et moi. Et cette distance-là, il va falloir la compenser. Comment tu vas la compenser? Soit par le mensonge, soit par la colère, soit par le transfert de culpabilité, soit par la dépression. Parce qu'une pression, ça va, mais dépression. Alors je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que le stress est le malaise provoqué par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Quand tu es bien préparé à l'examen, tu arrives à l'examen, tu ne stresses pas. Quand tu es un patron et tu arrives, on te demande une question de patron, tu ne stresses pas. Mais quand tu es un vendeur et que tu bascules patron et qu'on te pose des questions de patron alors que toi tu as un mental de vendeur, on dit bon alors monsieur Bénichou, grâce à Dieu on a pris 16 millions d'euros en chiffre, en bénéfice pur. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente la pub, on augmente les salaires, on développe le marché, on améliore le produit. Ah, toi tu dis écoutez, j'ai envie de faire caca. Non, ne rigolez pas. C'est quand les gens ils meurent d'une mort violente,
il se vide. Quand les gens ils étaient devant la chambre à gaz, les Allemands, ils ont été obligés de faire creuser des rigoles parce que les gens, ils se vidaient. C'est quand on dit en français, tu perds tes moyens, en vérité, c'est les muscles du bas qui s'arrêtent. C'est normal, parce que tu es bouleversé. Donc si tu vois, toi, qu'à une étape où tu devrais assumer, tu perds les pédales, tu perds pied, tu craques, c'est que tu n'es pas adapté. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine de la vie. Une maman, elle m'appelle, elle me dit, ah ben Chétri, j'en peux plus avec ma fille, elle me rend folle. Elle veut me détruire mentalement, elle me pousse au divorce. Il faut voir comment elle me regarde de haut. Je dis, mais quel âge elle a votre fille? Elle me dit 3 ans et demi. Je dis, mais comment elle vous regarde de haut? Elle fait 44 cm de long. Elle me dit, oui, mais elle a le regard de ma belle-mère. Je vois sa haine dans les yeux. Elle veut ma mort. Je dis, madame, dans la confrontation, il y a la coexistence. La coexistence, c'est que chacun, il va exprimer son flux existentiel. Maintenant, toi, tu as un flux existentiel de 33 ans et elle a un flux existentiel de 3 ans et demi. Comment son flux existentiel, il peut être dominant sur le tien? Donc, il y a 2 solutions. Soit, comme tu dis, elle a vraiment une personnalité incroyable, soit c'est que t'es moins âgé qu'elle. Vous me suivez ou... Si vous allez dire, mais ça ne veut rien dire, à 33 ans, d'être âgé de 3 ans. Vous savez, quand vous avez 30 ans et quand vous posez une question de 30 ans et vous répondez une réponse de 15 ans, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais t'as vraiment réagi comme un gamin. Non, mais t'as une fille anorexique qui est en train de te prendre la tête parce que tu ne trouves pas le rouge à ongles qui va avec tes chaussures. T'as pas des choses plus importantes à penser? Ouais, tu me saoules, tu me casses la tête, moi j'aime de me détendre, moi j'ai Instagram, Spotify, Habibi. Ne commence pas à me demander comment je vais m'arranger avec mon mari, d'accord? Ça me casse la tête. En plus, c'est pas la couleur que je voulais, je suis pas bien, je suis énervé. Ça s'appelle en français la superficialité. Mais laficialité, mais au niveau super. C'est d'ailleurs pour ça souvent que les gens qui s'intéressent à leur superficie sont des gens superficiels. Or, il faut savoir une chose, c'est que même les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Mais comme ils sont superficiels, ils apportent des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. D'accord? Le mec, sa femme, elle dit, écoute, il faudrait qu'on parle. Il dit, va chez Chanel, il y a un nouveau sac qui est sorti. Il dit, mon amour, on se comprend pas. Il dit, viens, on part aux Seychelles. On va faire du ski nautique. Mais on ne peut pas faire du ski nautique dans le même ski. Donc toi, tu vas être au poker avec tes copains. Elle va être au solarium en train d'essayer de devenir un shawarma. Pourquoi tant que tu ne comprends même pas son problème? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Or, la même longueur d'onde, en hébreu, c'est Shavut Terotzelot, c'est l'équivalence des volontés. Et ça, en hébreu, s'appelle Ahava, c'est ça l'amour. Et c'est Echad. Ça veut dire que si on ne se donne pas les moyens d'être sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc si tu veux écouter France Musique, tu te mets 101.1. Tu te dis non, je m'en fous, moi je me mets sur 108.4. C'est une autre radio. Tu dis je suis comme ça, moi. Moi j'aime pas qu'on m'impose. Moi j'aime pas les limites. Moi j'aime pas les contraintes. Pour ça que j'aime pas la religion. Parce qu'on m'impose. Ah, c'est un raisonnement, baba. C'était mon sujet du bac. Quand j'ai passé le bac, le sujet de philo, c'était comment l'école qui est remplie de limites peut être l'apprentissage de la liberté. Bon, j'ai eu 15, mais dommage, j'ai pas fait de brouillon. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on ne peut pas envisager la liberté sans les limites. Parce que c'est la limite qui libère. Donc la contrainte, c'est pareil. La Torah dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est saoulant. Tu sais que je te dis, c'est saoulant. Parce qu'ils ont fait des statistiques que les femmes juives n'ont pas le cancer du vagin. Pourquoi? Parce que pendant les règles, en fait, la muqueuse, elle est fragile. Donc s'il y a du frottement à ce moment-là, la personne attrape le cancer. Donc la Torah, elle a dit, écoute, la femme maintenant, elle a les muqueuses fragiles, tu la laisses tranquille. 15 jours, tu la touches pas. Le mec, il dit, non, je peux pas, moi. Je suis pas religieux, on fait pas la nida. Donc sa femme, elle va mourir. Elle meurt de quoi, en fait, non? Elle meurt d'amour. C'est que tu vois les mecs dans la rue qui se mettent à crier « Je l'aime à mourir ». Eh ben, elle est morte. Torah, elle t'a dit il faut la laisser tranquille. Cette période-là, il faut la laisser tranquille. Les muqueuses, elles se reconstituent. Et toi, tu frottes, t'es malade. Ça, c'est des goïms qui ont découvert ça.
sais pas si vous me suivez. C'est que la Torah, elle t'a sauvé du cancer du vagin avec la Nida. Et tu as dit non, je suis pas religieux. Eh ben crève. Je veux dire, réfléchis. Mais alors toute la Torah, c'est ça. Toute la Torah, c'est ça, c'est normal. Parce qu'Hachem, avant de créer le monde, il a créé la Torah. Après, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc tu as bien compris que la Torah, c'est le mode d'emploi. Et que le monde, c'est l'objet créé à partir du mode d'emploi. Donc tu t'étonnes que le mode d'emploi, il correspond. Tu as déjà vu, tu achètes un aspirateur et dedans, il y a le mode d'emploi d'une chaîne IFI. Tu dis, ah, ils sont plantés à l'emballage. Mais non, c'est le mode d'emploi. D'accord? Maintenant, l'homme, il vient aussi du monde, il vient aussi de la Torah. Donc c'est normal qu'en regardant la Torah, tu comprends l'homme. Alors ça, c'est la différence entre la science et la Torah. C'est que les scientifiques, ils observent des phénomènes et ils essayent de comprendre quel est le principe. Alors que la Torah, on connaît déjà le principe. Donc nous, à partir du principe, on comprend le phénomène, c'est normal. Si tu vas dire, ouais, bah attention, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil. Il y a juste le taux d'erreur. Ah bah oui, qui est quand même de 1800%. bah oui, parce que quand tu as la réponse, c'est plus facile de comprendre la question que quand tu poses des questions dans l'espoir de comprendre la réponse. Puisque tu as déjà la sérénité mentale de la réponse. Alors celui qui a la question et qui n'a pas la réponse, vous savez ce qu'il fait en psychiatrie, il développe la névrose de l'ignorance. Et la névrose de l'ignorance, elle crée le complexe de l'ignorance, qui génère l'angoisse d'avoir tort, qui génère la fermeture du cerveau, qui fait que tu ne peux plus entendre la réponse, puisque tu es dérangé par le fait que tu ne connaissais pas la réponse. Donc quand tu connais déjà la réponse, et que tu vas poser des questions pour connaître la réponse, pour comprendre la réponse, donc tes questions, elles ne vont pas générer une névrose, puisque tu as déjà la sérénité mentale de connaître la réponse. Vous sentez la différence qu'il y a en ça? Oui ou non? Voilà. Donc si c'est comme ça, toute la vie c'est ça. Maintenant, dans les choses que tu comprends, ça s'appelle la sérénité rationnelle. Dans les choses que tu ne comprends pas, ça s'appelle la émouna. On va dire, le Rav de Brisk, que la émouna commence là où la philosophie s'arrête. C'est-à-dire que tu dois être très, 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 très intelligent et très, très, très rationnel et très, très, très intellectuel. Ça va? Et au bout de l'intellect, non, parce qu'aujourd'hui, dans la religion, c'est très, très à la mode d'être brel. J'entends des lourdeurs, mais nous, si on avait dit ça au Rav à l'école, à l'époque, à l'échelle, ils nous auraient tiré une balle dans la tête. C'est-à-dire, c'est le premier interdit de la Torah, il dit Rav Israël Salanter, c'est d'être bête. Aujourd'hui, ils sont bêtes et Rav bêtes. C'est-à-dire que le mec, il a fait choix il y a 2 ans, et il donne des cours, tu écoutes, tu dis, mais d'où ça sort? Peut-être il était coach, ou il vendait des savonnettes chez Carrefour, je ne sais pas. Il fait de l'assimilation, il est le Midrash raconte, il te dit au nom de Rabbi Baba qu'il est mort, le pauvre. Ouais, on ne peut pas le contredire. Ouais. Mais c'est des conneries. Je vous le dis, c'est pas pour être mal poli, c'est des conneries. Moi, il vient chez moi, il me dit, je vais te dire un Dvar Torah. Je lui dis, excuse-moi, il dit, au nom de qui? Rav Truc. Je dis, quel Rav Truc? C'est la Gemara. Quel Rav Truc? C'est le Messat Sharim, c'est le Midrash. Ah, c'est pas lui qui l'a dit? Tu sais qu'avant lui, il y avait déjà Moshe. Non, il est venu avant. Non, faut. Chronologie, c'est important la chronologie. Ouais. C'est normal. Parce que si tu mets la tarte au four avant qu'il y ait un four, c'est embêtant. Si tu mets la crème dans la tarte avant qu'il y ait le fond de tarte, c'est un problème. Donc si tu fais de la Kabbalah alors que tu fumes des joints, dire votre Shabbat. Mais ça je le dis, hein. C'est ce qu'il a dit Rav Arush. Vous savez Rav Arush? Et Chacham, celui qui a écrit le jardin de la foi, tout ça. Il a dit, écoutez bien, il a dit que celui qui fume des joints, même s'il est chassid, hein, toute sa religion, elle va dans la sitracha, elle va dans la pureté. C'est que le mec qui met les tefillin, il apprend de la Torah, tout ce qu'il étudie, ça va dans la Touma. Non mais c'est juste pour se détendre, ouais, c'est très stressé, et puis c'est la seule chose qu'on a gardée de notre vie ancienne. Et papa, ça vient pour remplacer le cerveau. Ça vient pour remplacer la volonté. Ça vient pour remplacer le da'at. Ça vient pour remplacer la conscience. Et toi, tu prends ça en même temps que tu es censé faire teshuva. Et que la teshuva, c'est de ramener le da'at à Dieu. Maintenant, quand tu es inconscient, que ça peut s'écrire en 3 mots,
chez les gens qui en font une science. Ouais. Mais c'est assourd. Tu sais que c'est assourd d'être inconscient, vous le savez ou non? Si Shabbat, tu allumes la lumière sans faire attention, tu chayav, khatat, tu donnes un korban. Donc tu as oublié que c'était Shabbat, ou tu as oublié que c'était assourd, tu dois amener un korban. Tu dis, mais pourquoi j'ai amené un korban? J'ai rien fait. J'étais inconscient. Mais dis-moi. Oh là, oh. Chez toi, il y a 3 personnes, vous savez ça. Il y a le conscient, le mec avec qui je parle là. Il y a l'inconscient et il y a le subconscient. Mais les 3, c'est la même personne. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent non, c'est pas moi, c'est l'inconscient. Ah, j'étais inconscient. Ah, quand t'es David, ça va? Quand t'es inconscient, c'était un autre mec. Ah oui, excuse-moi, j'étais inconscient. Oh, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire. Même la claque, je voulais pas la mettre. Ah, c'est moi, il était rare. Mais Gigi, c'est-à-dire jeune jbeb. Tout le travail d'un homme, c'est d'éduquer son conscient pour que ton conscient, il éduque ton inconscient. Alors, comment on appelle l'inconscient? C'est comment on appelle l'inconscient? On appelle la hirat shamaim intuitive, la crainte de Dieu intuitive. C'est-à-dire que dans ton conscient, tu sais que c'est assourd, par exemple, de regarder une autre femme, mais dans ton inconscient, quand il y a une femme qui n'est pas ta femme qui te regarde, tu te mets à trembler. Mais tu sais pas pourquoi? Parce que tu es marié aussi dans ton inconscient. Mais si non seulement ça ne te dérange pas dans le conscient, parce que carrément tu la dragues, la cliente, donc tu n'es pas marié. À part que tu es un rachat, mais tu n'es pas marié. Si tu te surprends toi-même en train de draguer la cliente, tu t'écoutes parler, tu dis alors vous habitez où? Comment ça se passe? Oh ben moi aussi j'adore Deauville. Bah justement j'ai 2 places là, au 81 là, pour une semaine. Vous voulez pas qu'on aille faire un... Elle dit mais vous êtes marié monsieur Chiche-Portiche? Oui ok Christine, mais enfin vous savez comment ça se passe. La vie c'est des opportunités. Il faut savoir après profiter du coucher de soleil qui arrive. Je fais mais elle dit mais c'est pas la nuit qui va tomber. C'est le point de mon copain qui est champion de Krav Maga, il va vous tuer ce soir. Ah ben la nuit va tomber, une fois pour toutes. Donc c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que si toi tu te surprends encore une fois à être un gamin, ou si tu te surprends à être un rachat, ou si tu te surprends à être un tordu, c'est pas un autre qui a été tordu, c'est toi. Donc ça veut dire que le travail n'a pas été fait. C'est comme si tu prends un entrepreneur, d'accord? Tu lui dis, bon je voudrais une maison. Le mec il dit ok. En Israël, d'accord, par exemple. 7 millions de shekels. Oh, un beau truc, à Natania, 800 mètres carrés habitables. Bon, un an, c'est normal, tu payes la moitié, c'est normal. Bon, de toute façon, tu vas payer le double. Alors vas-y, tu payes. Et donc, il dit, bon, dans 6 mois, on attaque les finitions. C'est normal. Gros œuvre, paf, béton, montée, charpente, fenêtre, fermé, isolé. Et après, on attaque le carrelage ou la couleur des interrupteurs. Et toi, au bout de 6 mois, donc tu arrives, tu es pressé, tu dis, tu as pris un billet exprès pour venir voir où en sont les travaux, et tu vois les parpaings, tu vois le bois, tu vois les sacs de ciment, et le terrain vague. Tu dis, excuse-moi, où ça en est? Parce qu'au téléphone, tu me dis, on en est là. Et là, j'arrive, je vois rien. Le mec, il me dit, bah, on a fini le gros œuvre, on attaque les finitions. Mais quelle finition? Je vois devant moi le terrain vide. C'est exactement pareil. Si après 15 ans de mariage, on en est encore, ouais, ta soeur, ta mère, vous les Marocains, ta mère, elle m'a pas dit Shabbat Shalom. En amour. 15 ans, 6 enfants. Tu veux pas qu'on passe à autre chose? Tu veux pas qu'on passe à autre chose? Ouais, mais vous, mais ça me saoule, ça me prend la tête, vous les hommes. Attends, t'as pas épousé les hommes, t'as épousé moi. Je représente pas la race marocaine, je suis une personne. Ok, donc ça veut dire que tu vois encore que le chantier, il est encore avec les parpaings. Et comment ils sont nés les enfants par Wi-Fi? Ça veut dire que on n'a pas fait le travail. Tu dis, oui, mais c'est déprimant. Non, ça veut dire qu'il faut commencer le travail. C'est pour ça que le mariage est long. Pas à cause du week-end, non. C'est parce que on va faire les choses étape par étape. Tu montes la dalle, après tu montes la première rangée de parpaings, après la deuxième, après la troisième, après la quatrième, après la cinquième. Mais alors quand tu vois un mur comme ça, tu t'imagines qu'il y a 100 parpaings là? Mais non, tu vois un mur toi. C'est un mur fait de 100 parpaings. Donc c'est un couple fait de 1000 actions, 1000 efforts, 1000 travail, 1000 remises en cause, 1000 conversations, 1000 pleurs, 1000 prières, 1000. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que de la même manière que la trame intellectuelle, elle vous a permis d'atteindre la compréhension, de la même manière que le cours, il vous a permis de faire un parcours
psychologique pour devenir meilleur. De la même manière, le couple, il a été construit par ces étapes-là. Donc c'est ni plug and play, ni la potion magique, genre j'ai épousé la bonne, c'est pour ça que ça va bien. D'ailleurs, comme il y en a beaucoup qui pensent s'être trompés, c'est pour ça qu'ils vont avec la bonne, puisqu'ils pensent que c'est l'autre la mauvaise. C'est pas grave. Je sais, mais bon, je laisse le silence pour... C'est vrai. Pourquoi il va avec la bonne? Puisqu'il a la bonne. Pourquoi il va avec la bonne? En plus, la bonne, elle est même pas bonne. Alors que la sienne, c'est la bonne. Une fois, j'ai dit ça à un gars. Le mec, il était marié avec une ex-Miss Israël, une beauté. Genre, regarde l'avion de chasse. Et il braquait sa bonne dans la salle de bain. Et vraiment, l'autre, elle n'était pas jolie. Elle venait d'arriver de Moldavie. Même pas épilée, rien. Brute de béton. Je l'attrape au gars, je lui dis, mais attends, t'as une femme magnifique. Elle t'a jamais dit non. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce que tu la force? Et l'autre, en plus, la pauvre, elle est mariée, elle est chinina, elle a laissé son mari là-bas, elle a peur de perdre son travail, elle n'a pas de papier, et toi, tu profites de ça pour... C'est ce qu'il m'a dit, le mec. Je vous dis, moi, j'ai pas besoin d'aller voir les films d'horreur, ou là... Je l'ai au téléphone. Le mec, il m'a dit, Rabbi Chetrit, vous ne pouvez pas comprendre l'attirance pour le sordide. Je lui dis, mais alors à ce moment-là, pourquoi tu manges pas un bol de merde le matin? Tu vas kiffer, toi. C'est un truc de fou. Les gens qui ont le meilleur, ils rêvent du pire. Les gens qui ont le pire, ils rêvent du meilleur. C'est un monde de cinglés. Pourquoi vous savez pourquoi? Je vous dis, c'est très simple. Parce que quelqu'un qui n'a pas développé un jeu assez fort, selon la halakha, pour être en maîtrise totale de son Yetzer Hara, il devient, lui, une incarnation du Satan. C'est pour ça que les Réchaïm sont prévisibles. Vous suivez ou non? Moi, le rachat, je lui pose, quel âge tu as? Où tu as vécu? Quel niveau de diplôme? Je dis, ton Yetzer Hara, c'est ça. Mais qui me dit, attendez, mais ma femme vous a parlé? Non. Je dis, toi, tu fais pipi dans la lavabo, toi. Ah bon, comment vous savez? C'est pourquoi? Parce que toi, ta personne personnelle, je ne la connais pas parce que tu es unique. Mais ton Yetzer Hara, je le connais parce qu'il est universel. Maintenant, les gens qui n'ont pas décidé d'être eux-mêmes, ils sont personnes. Et quand tu es personne, comme le vide n'existe pas, d'être ton Yetzer Hara. Donc ça veut dire que, en fait, le choix qui reste, l'alternative, c'est où tu vas être un serviteur de Dieu ou un serviteur du Satan. Voilà. Nous, on l'appelle les Réchaïm, eux, ils l'appellent des cas pathologiques. Qui d'ailleurs ne sont jamais très logiques. On le dit, ils ne sont pas trop logiques. Ouais. Mais quand, encore une fois, tu comprends que la vie, c'est une série de partenariats. Donc ta femme, en fin de compte, ton mari, il t'a aidé à devenir un époux. Ouais. Tes enfants, ils t'ont aidé à devenir un adulte. Parce que comment tu peux te conduire comme un gamin devant des enfants? Donc en fait, les enfants t'obligent à devenir adulte. Vous suivez ou non? Maintenant, tu as deux manières de faire. Soit tu regardes ce que tu fais, soit tu regardes ce que tu deviens. Maintenant, c'est quoi ce que tu fais? Ce sont tes actes. Et ce que tu deviens, c'est ce qui s'inscrit dans ton cœur. C'est ça, va yadata ayom, va hashevota levavecha. Maintenant, si au bout de 15 ans de mariage, tu n'as pas le souci du bien-être de ta femme, tu as un vrai problème, tu n'es pas marié. Si au bout de 15 ans de mariage, tu n'as pas le souci que ton mari soit content de ta cuisine ou de ta manière de gérer les enfants, c'est que tu t'en fous de lui, tu n'es pas marié. Si vous deux, vous n'avez pas une connaissance précise de ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans le corps de vos enfants, c'est que ce n'est pas vos enfants. Ça, c'est la différence entre l'élevage et l'éducation. C'est la différence qu'il y a entre les deux, non? Non? Bah, c'est qu'un éleveur, il peut élever 10 000 poules, ça ne va pas développer son QI. Pourtant, toute la journée, qu'est-ce qu'il entend? QI, 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 QI. Non, la différence entre l'élevage et l'éducation, c'est que l'éleveur n'évolue pas en même temps que l'animal qu'il est en train d'élever. Alors que l'éducateur, lui, il a compris que la seule manière d'éduquer, c'est de s'éduquer. Parce qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut déjà que tu éduques l'enfant qui est en toi. Et même au moment où l'enfant qui est devant toi te propose une épreuve, en vérité, elle vient de toi, parce que génétiquement, tu l'as fait hériter. Donc quand le psychologue ou le rave ou le marabout vont te dire « essaie de te mettre à sa place, essaie de le comprendre, essaie de te mettre à son niveau », en vérité, qu'est-ce qu'il fait en vérité? C'est pas que tu dois te mettre à son niveau, c'est que lui, il est toi à son âge.
Donc si l'enfant il vole au GAN, toi tu dis mais pourquoi il vole au GAN? Ah ça c'est les midotes de la belle famille. Non. Et comment ils ont fait fortune? Ouais. Reste calme. Non, c'est que toi tu dois dire en tant que père, qu'est-ce qu'il y a de moi en lui? Toi en tant que mère, qu'est-ce qu'il y a de moi? Donc si tu vois que l'enfant par exemple, il est têtu comme toi et il manque de confiance comme ta femme, eh ben vous deux, vous devez travailler pour l'enfant. Ça s'appelle un travail en binôme. D'accord? Maintenant, on va faire ensemble le chinour. Maintenant, normalement, cet enfant, il n'aurait pas dû naître comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi, tu es venu dans ma vie avec ton manque de confiance, et que moi, je suis venu dans ta vie avec mon entêtement, moi, j'aurais dû bouleverser mon entêtement pour toi. Donc, je me serais remis en cause. Et comme ce que je deviens, ça s'inscrit dans mon esprit, et ce qui s'inscrit dans mon esprit, ça s'inscrit dans ma semence. Donc, j'aurais pas donné ce côté têtu à l'enfant, puisque je l'aurais réglé déjà au niveau de la semence. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu sais pourquoi je suis têtu? Tu sais pourquoi? Parce que tu m'énerves avec ton manque de confiance. L'autre qui manque de confiance, quand tu la stresses et que tu t'entêtes et que tu es psychorigide, elle a encore moins confiance. Donc ça s'inscrit dans sa semence, le manque de confiance. Ils rentrent dans le bébé, les deux ils arrivent, trac. Et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et comme disait le professeur Wallo, très grand professeur de botanique anglais, les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, mais les mariés, ils font des hamars. C'est vrai, même dans ton expérience, quand tu vois une prof de maths avec un agrégé de physique, tu vois le cerveau des gosses, et quand tu prends un alcoolique avec une coiffeuse, tu vois le cerveau des gosses. Non, j'exagère pas. Peut-être la coiffeuse, ça va mal passer, ça. Je sais plus quoi dire. À chaque fois que je dis un truc, ils me disent ouais, pourquoi mes coiffeuses, pourquoi? Un jour, j'ai parlé de l'orte. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouf, carrément, le directeur, il m'a écrit ouais, pourquoi? Si je parlais de l'orte, j'aurais pu parler de quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire que nous, en tant qu'adultes, ouais, et surtout en tant que croyants, j'accepte que l'épreuve, elle s'adresse à moi. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Vous pouvez être sincère, on est entre nous. C'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère, et de faire Shabbat, et de mettre les tefilines, et de se couvrir la tête. Mais ça, c'est évident, ça, parce que tu es juif. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Bah, c'est vrai, une Goya, tu lui dis vous allez faire Shabbat? Elle dit ah non, surtout pas. Oh non, ça tombe samedi, c'est très compliqué. Est-ce qu'on accepte la conversion? Non. Alors pourquoi la flèche qui ne fait pas Shabbat, elle garde son statut? Tu mets petit à petit, doucement, doucement, les traditionnalistes, c'est-à-dire qu'on fait des fautes par tradition depuis des générations. Mais on va manger les oursins, monsieur le rabbin, vous n'allez pas nous changer tout. Vous n'allez pas aller au Babitch. Mais ça ne veut rien dire. Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. C'est vrai, quelque part, il te l'a mis là. Ce qui est mieux qu'ailleurs, imagine. Bon, moi, ça m'aurait aidé, mais ouais, c'est vrai. Ça nous fait un point commun, néanmoins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc, c'est pas par hasard que j'ai ce mari, c'est pas par hasard que j'ai cette femme, c'est pas par hasard que j'ai ces enfants, c'est pas par hasard que j'ai ce voisin, c'est pas par hasard que j'ai ce patron, que j'ai ce professeur, que j'ai cette belle-mère. Ah non, la belle-mère, c'est trop. D'accord? C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, encore une fois, dans la rencontre, dans la confrontation, dans la coexistence, où tu vas faire de la complémentarité, et donc de la coexistence, ou tu vas faire de la cohabitation. C'est comme tu veux. Il y a des gens qui disent, bah, écoutez, j'ai pris son bras, c'est pas grave. Elle est comme elle est, elle est comme elle est, elle est comme elle est. Ou alors non, la personne, elle va aimer la personne qu'elle voudrait que l'autre soit, mais pas la personne qu'elle est. Intéresse pas la personne qu'elle est, ça l'intéresse pas. Elle aime la personne qu'elle voudrait qu'elle soit. Mais comme la personne qu'elle voudrait qu'elle soit n'existe pas, donc elle se met, par comparaison avec la personne qu'elle aurait voulu qu'elle soit, à haïr la personne qu'elle est. Parce que l'amour s'arrête quand la comparaison commence. Maintenant, tu n'es pas obligé de comparer avec quelqu'un qui existe, tu peux comparer avec un fantasme. Comme une fois, un téléphone me dit, ouais, Rav Chetrit, moi je voulais marier avec un intellectuel, mon mari c'est un mec manuel, un mec qui réfléchit jamais.
Je dis, écoutez, d'abord, vous n'êtes pas intellectuel. Elle me dit, si, je suis très intellectuel, je lis psychologie, femme actuelle. Je dis, bon, je vais vous donner une petite réflexion intellectuelle que j'avais quand j'avais 16 ans et que je parlais avec des mecs à Hippocagne. Elle n'a même pas compris un mot. Mais je ne comprends rien. Je dis, oui, parce que vous êtes une khamara. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, parce que chacun il sait où il est. Ouais. Et votre mari, je le connais, votre mari par hasard. Votre mari n'est pas, comme vous dites, un manuel, un superficiel. C'est quelqu'un de très profond. Mais seulement, il a une intelligence intuitive. Il n'a pas une intelligence analytique. Il n'a pas une intelligence exprimée. Il a une intelligence vécue. Donc ça ne se voit pas de l'extérieur, parce qu'il ne peut pas faire un discours pour impressionner toute la pièce. Ouais. Mais au niveau de la droiture, au niveau de la clarté, au niveau de sa émouna, le mec, il est 100%, 100%, 100% formaté, construit, maîtrisé, géré. Donc c'est vous qui êtes en train de lui reprocher ce qu'il n'est pas, alors que vous-même, votre exigence n'est pas adaptée à ce que vous n'êtes pas non plus. Comme déjà mes femmes me disent, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Maintenant, si on a un projet de coexistence, c'est-à-dire que moi, je veux exister avec toi, je veux exister pour toi, je veux exister à travers toi, ouais, et toi, tu as la même pensée, ça s'appelle la coexistence. Mais si moi, je renonce à exister avec toi, ou moi, je renonce à exister tout court, ça s'appelle la cohabitation. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle les couples mixtes. C'est-à-dire qu'un qui veut exister, l'autre qui ne veut pas exister. Un qui est kiblo de la tête, un qui est ouvert d'esprit. Un qui s'intéresse au monde extérieur et l'autre qui est enfermé avec son doudou. Arrête, eh ben sors-toi, va kiffer. Je suis bien là, voilà, je suis bien, j'ai les chaussons, j'ai la télé, j'ai ma mère. Quoi de plus? Comment ils vont faire les deux? Alors c'est ça le problème. La différence, quand on l'utilise, c'est un moteur. Et quand on la subit, c'est un obstacle. La différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont ou tu peux faire un mur. Maintenant, on est différents. On est de sexes différents. Bon, Hachem. Donc aujourd'hui, c'est très à la mode. Pareil que les gens malheureux, ça les rend gays. D'accord? Mais restez calme. Il y a d'autres lessives que homo. Il y en a d'autres. Il ne faut pas être bloqué comme ça. Ouais. Après, on n'est pas du même sexe. On n'est pas de la même famille. D'accord? Après, on n'a pas le même mental. Une fille, un garçon, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même relation avec le temps. On n'a pas la même relation avec l'argent. On n'a pas la même perception de Dieu. On n'a pas la même relation avec Dieu. Ça n'a rien. L'homme et la femme n'ont rien à voir. Maintenant, tout le travail qu'on va faire pour essayer de fonctionner ensemble, ça vient d'où? Et ça, c'est un phénomène très très bizarre. Vous savez qu'Hachem, pour les croyants, et la nature pour les non-croyants, il a fait un truc bizarre, c'est que le fœtus, au départ, il est bisexe. Vous savez ça ou non? Non? Sortez un petit peu. Pas la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Je peux pas vous faire le Kodesh et le Hol. La culture, vous allez la trouver partout. Donc c'est quoi l'idée? Maintenant, pourquoi le fœtus, il est bisexe? Moi, si j'étais le bon Dieu, j'aurais fait des fœtus masculins et des fœtus féminins. Non. Hachem, il a fait un fœtus bisexe. Ça veut dire que quand tu vois une femme, il y a de l'homme en elle. Quand tu vois un mari, un homme, il y a de la femme en lui. Je sais qu'il y en a qui en profitent pour dire qu'ils sont trompés de tendance. Non. En vérité, on a besoin, dans le spectre physique, même le spectre psychologique, même le spectre nishmatique, spirituel, on a du féminin et du masculin. Par exemple, vous voyez, cette barbe-là, les 5 points là, c'est les 5 points qu'on n'a pas le droit de raser avec une lame, après la lacha. Ouais. Maintenant, ces 5 points, d'après la Kabbalah, ils sont masculins. Mais cette barbe-là, elle est féminine. C'est que quand jamais un Mekouban, il met cette barbe dans la bouche. Tu dis, mais attends, ça veut rien dire, le mec c'est un mec. Je veux dire, une femme qui a autant de problèmes d'épiderme, ça c'est plus vivable. C'est que même dans le corps, il y a des parties féminines et des parties masculines. Tu veux, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la femme chez un homme et il y a de l'homme chez la femme.
Maintenant, quand un homme se marie, puisqu'il se marie avec quelqu'un du sexe opposé, ouais, on lui dit, bah écoute, toi, t'as été éduqué comme un garçon. Il dit, ouais, je suis un garçon, je suis un mec, je suis un mensch, ok. Maintenant, on va te faire épouser une femme. Mais la femme, c'est une femme. Elle n'a pas les mêmes priorités, elle n'a pas les mêmes attentes, elle n'a pas la même recherche, elle n'a pas la même sensibilité. Par exemple, pour résumer, la femme a une maladie mentale extrêmement addictive qui s'appelle le besoin de se sentir aimée. C'est pour ça qu'elle se marie d'ailleurs. Ouais, elle se marie pas parce que, imagine, tu vas voir la femme qui a beaucoup de mon amour. Je te ferai 6 enfants, 3 repas par jour, un Shabbat par semaine avec toute la famille, 4 lessives par semaine, une grande maison à nettoyer, sans la bonne, et ma mère pendant 17 ans. Veux-tu m'épouser? Non, tu lui as dit je t'aime, elle t'a marié. Et tout le reste, elle est prête à la valer rien que pour ça. C'est que la femme, elle se nourrit d'amour. C'est pour ça que ce qui se vend le mieux, c'est les chansons d'amour, les films d'amour. Maintenant, l'homme, lui, il a une autre maladie mentale. Lui, il a besoin du respect. Il veut être respecté. Si possible, admiré. Et il y en a qui l'ont eu, adulé. Donc c'est le mec qui il rentre à la maison à 8h, il ouvre la porte, il y a toute la famille debout, ils se mettent à chanter. Et le mec il est. Voilà. Bon, c'est un minag marocain, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, mais ça veut dire quoi? Restez calme. Moi je suis marocain, mais je me soigne. Bon, mais ça veut dire quoi? Et la preuve, tu peux la prendre du contraire. Regardez la preuve, parce que vous allez dire, ouais, c'est un peu restrictif, ça manque de nuances. Écoute-moi bien. Quand un homme il veut faire du mal à sa femme, il ne dit pas t'es une khmala, c'est dit tous les jours. Il dit je t'aime plus, elle meurt. Elle se dégonfle. Et quand une femme elle veut faire du mal à son mari, elle ne dit pas je t'aime plus. Elle ne la croit pas. Elle dit t'es un nul, t'es un pauvre type. Ok, t'es passé 4 fois dans Capital, monsieur, premier vendeur de France. Mais moi, je sais que tu fais pipi dans le lavabo. Je vais les appeler à Capital, je vais leur expliquer, moi. Eux, il y a 50 millions de consommateurs et à Biocop aussi, je vais leur dire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça s'appelle des points vitaux. Là où ça fait mal, c'est qu'il y a de la vie. Donc quand tu veux, donc puisqu'une femme se nourrit par amour, donc le yetzirah de l'homme, ça sera de ne pas lui donner de l'amour. Comme le mari se nourrit de respect, donc le yetzirah de la femme, ça sera de manquer de respect. Mais étant donné que les bébés de 15 jours, malgré l'apport calorique extraordinaire, ça ne sert à rien de leur donner un steak de 800 grammes, puisqu'ils ont 15 jours. Donc il faut donner la nourriture appropriée. Maintenant, quand toi tu as été élevé comme un garçon, ton côté féminin il est atrophié, parce que tu as un mec, d'accord? On t'envoie une femme qui a une maladie chronique qui s'appelle l'amour. Donc toi, tu vas être obligé d'exprimer l'amour. Quand tu exprimes l'amour à ta femme, et tu le dis, et tu le montres, et tu es gentil avec elle, et tu lui sors la lessive, et tu choisis le cadeau, et tu lui organises des vacances, et tu lui dis combien tu l'aimes, et tu prends ton temps dans les préliminaires, au lieu de faire ça comme un sauvage. Donc tout ça, elle voit que c'est de l'amour. Maintenant, à son niveau, elle reçoit ce qu'elle a besoin, parce qu'elle veut de l'amour. Mais toi, tu fais une transformation dans ton spectre psychologique, qui fait que ton côté féminin, maintenant, il est développé, puisque tu vas développer ce qu'on a atrophié pour faire de toi un garçon. Comme si eux, non. Elle, Audon Kolo, pareil, on l'a éduquée comme une fille. Donc elle est devenue Nia. Elle a son carnet, elle a ses posters de Hamilton à l'époque, ouais. Et elle a sa petite collection de. On lui dit, chef d'entreprise maintenant, 3 repas par jour, tu gères une cantine. Les courses, les trucs, la maison, les devoirs, les rendez-vous chez le docteur, 2 heures de conduite le matin, 2 heures l'après-midi, à part ça, tu es ingénieur DRH, ingénieur commercial. La femme, elle devient une chef d'entreprise. Comment une Nia qui était. Elle est devenue une patronne. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est pour développer le côté garçon, puisqu'on l'a développé comme une fille. Donc elle, maintenant, son côté garçon, qui était atrophié par le fait qu'on l'a éduqué comme une fille, il est développé grâce aux responsabilités de mère. Alors que tout le monde sait que la mère, c'est le père. Surtout chez les Ashkenazim, parce qu'il y a le pire et le mire. Et le mire, c'est le pire. C'est ça le pire, c'est le mire. C'est pas grave, d'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, ton mari, il va attendre de toi l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est masculin. Donc tu vas compléter ta silhouette psychologique qui a été éduquée au féminin. Ta femme, elle va attendre de toi le côté amoureux, le côté romantique, le côté sympathique, le côté gentil, le côté hnina. Que ça, c'est le côté féminin.
Donc, tu vas développer ton côté féminin. Donc, du coup, ta cible psychologique, elle est complète, et toi, complète. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que grâce à Dieu, ça y est, j'ai compris, ma femme, c'est mon tikkun, et toi, t'es mon tikkun. Mais tikkun ou quoi? Mais non, non, c'est qu'en fait, les deux, vous en avez besoin pour l'enfant. Pourquoi? Parce que quand l'enfant a 14 ans, il va faire sa crise d'ado, ouais, et qu'il aura besoin de l'amour de son père. Parce qu'il a besoin de la rigueur de son père, mais il a besoin de l'amour de son père. Mais comme le père, il est une hache d'échafaud, donc il ne sait pas dire je t'aime. Donc l'enfant, il va être obligé d'aller chercher de l'amour artificiel, puisqu'il ne le reçoit pas en naturel. Et comme il n'a pas reçu l'amour au masculin, il va être obligé de chercher de l'amour au masculin. Regarde sur loraleno.com, tout est expliqué là-bas. Il cherche son père, il veut quelqu'un qui le rassure, qui le prend dans ses bras, qui dit mais Réhouven, tu seras heureux, t'es sûr Mathieu? Mais ça veut dire, restez calme, le pire est à venir, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, en tant que personne, on a complété notre silhouette en tant qu'époux, et ensuite, on va compléter notre travail en tant que parents. Maintenant, vous avez compris que parents, c'est pas une fois par an. Non, ça veut dire que c'est pas une fois qu'on devient parent qu'on devient parent. C'est que même quand t'es parent, parce que t'as accouché et toi t'as un bébé, ça prend pour 15 ans pour devenir parent. Maintenant, tout ce temps que tu vas t'occuper de l'enfant, enlève l'Arnouna, accompagne-le, apprends-lui la justice, laisse tranquille ta sœur, fais tes devoirs, concentre-toi. En vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu crois que tu es en train de l'éduquer. Mais en fait, tu es en train de t'éduquer à toi. Tu sais, quand ton fils il t'amène un devoir de CM2 et tu comprends que dalle, parce que tu as triché à l'époque, tu as deux solutions. Soit tu l'envoies chez ta mère, c'est ta femme qui dit allez, moi je travaille, j'ai pas le temps à faire. Soit, tu vas relire l'énoncé, tu vas réfléchir, tu vas trouver la logique. On espère, si Dieu veut, qu'en tant que grand patron, tu as un niveau de CM2. Et en fait, la souffrance d'avoir à faire aujourd'hui ce que tu n'avais pas fait à l'époque, tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le Gilgoul. Tu reviens au Gilgoul de CM2. Ouais, quand tu as un enfant qui ne va pas supporter le mensonge, et que toi, en tant que menteur, tu vas être obligé de te bouleverser pour ne plus mentir, tu fais le tikkun de ta jeunesse. Et c'est normal, puisque lui, il a hérité de ce que tu lui as donné génétiquement. Maintenant, si on le fait en coordonnées, ouais, l'enfant, il a volé, par exemple. D'accord? Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le père. Pourquoi t'as volé? C'est honteux, c'est très grave. Tu sais bien que c'est assourd. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En plus, l'autre, le pauvre, il a plus de goûter à cause de toi, tu lui as volé? Je suis pas content! Va dans ta chambre! Tu fais le père. Bon. Tu laisses mijoter, 20 minutes, ouais. Après, la mère, elle rentre dans la chambre. Elle dit, viens ici, Michael. Tu crois que ton père, il a crié pour rien? Tu sais, papa, il t'aime. Tu sais ce qu'il fait toute la journée pour nous? Il travaille pour nous, il se casse la tête pour nous. Mais en vérité, tu sais pourquoi il a crié? Parce qu'il a de la peine. Alors moi, je te conseille, si tu veux, tu vas, tu lui demandes pardon. C'est sûr? Ouais. Ouais, mais il m'a jeté. Non, il t'a pas jeté. Va, tu vas voir que c'est ton père. Tu vas comprendre que c'est ton père. Alors l'autre, il tremble, il a envie de faire pipi. Ouais. Il va chez son père. Le père, il est devant sa Guémara. Bien sûr que tu crois qu'il est devant Cyril. Cyril, le spécialiste de l'Arnouna. D'accord. Alors, restez calme. Il y a aussi le Brel à qui ils ont rajouté un U aussi. Il est champion de poker, lui, c'est différent. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le fils, il va venir. Genre, le père, il n'a pas vu. Après, il lève la tête de sa Guémara, il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Papa, je voulais te demander pardon. Pourquoi? Bah, parce que je t'ai fait de la peine. Viens ici, mon amour. Oh là 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 là. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un travail en duo. Darba, Hnina. Hnina, hop, Hnina. Vous suivez ou non? C'est ça le duo. Maintenant, la mère, elle va donner Rachamim. Le père, il va donner le din. Après, l'enfant, il faut qu'il reçoive le Rachamim du père, la miséricorde du père, et il faut qu'il reçoive aussi la rigueur de la mère. Vous suivez ou non? Donc l'enfant maintenant, il a reçu les deux, donc ça va faire un enfant équilibré. Mais si
déjà, en tant que personne, tu t'es pas relié avec la personne que tu es censé être. Si en tant que couple, on n'est pas du même point de vue, on n'a pas la même vision, on n'est pas d'accord, on n'est pas truc, et c'est mon frère, tu habites chez moi, tu dors dans mon lit. Donc au moment de l'éducation, on ne va pas être coordonné. Et quand l'enfant il entend deux voix, il n'y a plus d'étanchéité. Vous savez pourquoi l'eau elle reste dans la bouteille? Parce que la bouteille c'est un seul élément. Pourtant la bouteille m'a fait que le sable. Et le sable, c'est plusieurs éléments. Donc tu sais comment est-ce qu'on a fait une bouteille avec du sable? On a fait fondre la bouteille, le sable. Donc c'est bizarre que le sable il n'est pas étanche, mais que la bouteille elle est étanche, alors qu'ils sont faits avec le même matériau, sauf qu'ils ont été bouleversés. Donc quand toi tu as fusionné avec ta femme, c'est pour ça que quand les gens ils viennent avec des problèmes d'éducation, je dis je m'excuse, mais on va être obligé de parler de Shalom Bayit. Et quand ils commencent à parler de Shalom Bayit, je dis excusez-moi, on va parler de problèmes personnels, parce que malheureusement, les 3/4 des problèmes de couple, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Parce que le mec, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. C'est un transfert. Ouais. La femme qui est menteuse invétérée, elle va dire à son mari, tu dis jamais la vérité. En fait, elle fait un transfert. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que tu es obligé toute ta vie de faire ton travail personnel. Ensuite, tu es obligé pendant toute ta vie de couple de profiter de l'opportunité de la différence de l'autre pour devenir toi-même. Et ensuite, vous deux, vous êtes obligés de profiter de l'opportunité de vos enfants pour devenir parents. Maintenant, parents, c'est quoi? C'est un strate de maturité. Donc, quand tu es passé 6e, 5e, secondaire, lycée, je sais pas quoi, fac, internat, chef de clinique. Mais tu peux pas passer d'un maternelle au chef de clinique. Tu peux pas. Tu dis alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Hein? On lui enlève la trachée artère ou on la remplace? Il peut pas, le mec, il a 6 ans. Bah, ça lui prend 32 ans pour devenir chirurgien spécialisé dans les maladies de ORL. Ça va? Bah, de la même manière, combien de temps ça prend pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de complet, quelqu'un de construit? Ça prend du temps. Maintenant, encore une fois, si tu es scolaire, tu vas accepter d'aller à l'école de la vie. Mais si tu n'es pas scolaire et que tu passes ta vie à accuser les autres, à faire des transferts de responsabilité, des transferts de culpabilité, même des transferts d'existentialité, mais attention là, ou baba, c'est que si tu n'évolues pas, la vie elle continue à grandir. Les échéances elles avancent, les enfants ils grandissent, les parents ils vieillissent. Tu vois par exemple des gens ils perdent leurs parents. Au lieu de faire un deuil normal, il faut une dépression. Le mec, jeté par terre au lit pendant 10 ans, je vais mourir, mon père il est parti, mon père, mon repère. Ne prenez pas mal, hein. Je vous donne juste une petite clé qui va vous faire gagner au moins 6 ans de thérapie. L'intérêt de la proximité des parents physiques, c'est pour l'opportunité de fabriquer la résonance des parents psychologiques chez toi. C'est vrai ou non? Donc ton père il est là, il te renvoie la conscience, l'affirmation, l'honnêteté, la religion, la droiture. Tu reçois ça. Quand tu as absorbé, tu es devenu, tu as fabriqué le père psychologique grâce au père physique. Comme tu as fabriqué la maman psychologique grâce à la maman physique. Le jour, à 120 ans où il quitte ce monde, mais toi en vérité, ça y est, tu es autonome. C'est comme quand tu n'as pas fait la sauvegarde. Tu dis, mais je suis bête, mais j'ai perdu le téléphone, j'ai pas fait la sauvegarde. Mais si tu n'as pas fait la sauvegarde de tes parents, toute ta vie, tu vas être en deuil. Toute ta vie. J'aurais dû leur parler, j'aurais dû lui dire. Mais pourquoi j'ai pas compris? Pourquoi j'ai pas appris? Pourquoi j'ai pas évolué? Pourquoi je lui ai pas dit que je l'aimais? Pourquoi? Mais t'es con, quoi, il était vivant. Oui, mais la distance, mais il habitait en face. Mais j'avais pas le temps. Mais t'as rien foutu pendant 2 ans, t'étais au chômage. Va le voir tous les après-midi. Ah, tu sais, c'est un caractère. Ouais, en fait, le même que le tien. Oui, c'est ça. C'est l'entêtement. C'est le mensonge que tu gardes en tête. L'entêtement. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. D'ailleurs, on le dit, la personne, elle ment. Et le mensonge, c'est le décalage. Et le décalage, c'est l'inadaptation. Et l'inadaptation, Rodon Kolo, c'est parce que tu n'as pas accepté d'aller à l'école de la vie. Donc, en résumé, parce qu'il est tard et je sais qu'il y en a déjà qui prient pour que je m'étouffe. Donc, on va rester optimiste. Non, vous n'avez pas mangé, je sais. Je voulais que vous mangiez avant, mais vous êtes venu tard. Bon, vous mangerez un peu moins, c'est pas grave, ça en fera moins pour l'hiver. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? En fait,
L'école, c'est la vie. La Torah, c'est le programme. Le proviseur, c'est Hachem. Les camarades de classe, c'est les gens qui t'entourent. Le cahier d'exercice, c'est les épreuves de la vie. Et le professeur de travaux dirigés qui te donne les exercices, c'est l'Yetzer Hara. C'est pour ça que l'Yetzer Hara, il s'appelle mauvais penchant, mais dans le Midrash, il s'appelle Tov. Parce que c'est lui qui t'aide à devenir Tov. Et Tov, c'est quoi? C'est complet. Maintenant, tu ne peux pas devenir complet si tu ne passes pas les épreuves. Grâce à quoi? Au programme, en écoutant le proviseur. Maintenant, moi, dans ma petitesse, je suis choqué des gens qui sont choqués du non-résultat des efforts qui n'ont pas été faits. Vous me suivez ou non? C'est comme si on est à la sortie là, à l'école de l'ENA, il y a l'examen d'entrée et il y a les résultats. Et puis les mecs ils sont en train de regarder, le mec il cherche son nom, mais il trouve pas. Bon, il y a 650 noms, il trouve pas. Et il dit bon, peut-être c'est dans le désordre, il cherche dans l'ordre, il cherche alphabétique, alphabet russe, il trouve pas. Puis il y a un gars à côté, il dit excuse-moi, tu fais quoi là? Il dit je cherche mon nom. Le mec il dit attends, j'ai fait la prépa, j'ai fait l'examen, t'étais pas là toi? Il dit non, j'étais pas. Bah pourquoi tu regardes? Tu ne sais jamais. Donc les mecs qui viennent me voir et qui me disent ah mais j'ai trouvé ça normal. Après 15 ans de mariage, il n'y a pas de solidarité. Je dis mais tu l'as fabriqué la solidarité? Il dit non. Après 14 ans, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de communication. Vous trouvez ça normal? L'enfant il est parti de la maison, même pas il appelle pour des Shabbat Shalom, rien. Je sais pas quel rapport t'as avec ton fils. Quel rapport avec ta fille, j'en sais rien. Mais les 19 ans qu'il était devant toi, c'était pour créer ça. Pour que la fin, il ne peut pas passer Shabbat sans t'appeler. C'est normal, parce que vous fusionnez. Mais si toi, tu as passé ton temps à le fuir avec le travail, et lui, il a passé ton temps à te fuir avec les études, avec l'école et les copines, vous n'avez rien en commun. Or, s'il n'y a pas de commun, il n'y a pas de communion. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'union. Maintenant, tout ça, c'est quoi? C'est pas pour t'expliquer comment tu dois faire un avec ta femme et un avec ton mari. Parce que tout ça, c'est l'unité que tu dois créer avec Dieu. Maintenant, l'exercice d'union avec Dieu, ça se pratique dans l'union avec ton mari, avec tes enfants, avec tes responsabilités, avec le goy, avec le juif, avec la peine, avec l'amour, avec la force, tout ça, c'est fait pour faire un avec Dieu. Donc en fait, l'apprentissage, c'est comme tout à l'heure je vous ai dit, que est-ce qu'on comprend parce qu'on suit une démarche démonstrative ou parce qu'on est concentré? C'est exactement pareil. Pourquoi dans la vie, des fois, on a des accélérateurs de maturité? D'un seul coup, paf, t'as ouvert les yeux, tu vas voir ta femme, tu écoutes mon amour. Moi, je t'aime, t'es une femme extraordinaire. On arrête les enfantillages. On se pose, on travaille, on évolue. Ou non, tu continues, mais c'est ta faute, c'est ta race. À votre taille, ne le prenez pas mal. Vraiment, je vous parle comme mes enfants. On va tous mourir. Tous. Même le mec que toute sa vie, il est arrivé en retard, ce jour-là, il va venir à l'heure. Alors faites-moi plaisir, essayez de ne pas mourir de votre vivant. Donc quand je te dis, va t'arranger avec ta femme, ne me dis pas c'est mort. Quand je te dis pas, va parler avec ton mari, ne me dis pas, vous ne le connaissez pas. Quand je te dis, va parler à tes enfants, ils sont trop grands, ils n'écoutent plus. Quand je te dis, ça marche plus ce business, fais un autre business, j'ai plus l'âge. On va mourir un jour. Donc si vous avez la flemme d'exister, sachez qu'il y a des endroits qui sont faits pour ça. C'est marqué partout. Il s'y repose, il s'y repose, il s'y repose. Mais qui? Lui, il s'y repose. Donc on a le temps de se reposer. Et premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle que ceux qui font du sport, ils ont encore plus de pêche justement parce qu'ils font du sport. C'est-à-dire que le sport génère chez toi une hormone, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait que tu fais encore plus de sport. Et bien bizarrement, quand tu travailles avec ta femme, tu travailles avec ton mari dans ton shalom bayit, bizarrement, ça crée un niveau de maturité qui fait que tu as encore plus envie de travailler. Par contre, le contraire, quand tu ne travailles pas, tu dis bon écoute chérie, on va faire la liste des sujets tabous qui nous créent des problèmes, comme ça on ne va pas parler des choses qui nous dérangent. Ok, alors on va parler de quoi? De rien. Non, on va aller à l'échange, on va à la confrontation. Maintenant, tu peux organiser un dîner aux chandelles, tu peux organiser un week-end à Deauville, tu peux partir aux Seychelles, tu peux fixer des sujets, tu peux mettre en place les choses, tu peux faire des préliminaires, tu peux mettre les choses qui se font, et après ça fonctionne. Pourquoi pas?
C'est-à-dire que des fois, je dis aux gens, mais vous n'êtes pas fatigué d'être immature dans votre couple? De continuer à penser que c'est l'autre qui a entièrement tort. Mais jusqu'à quel âge tu peux penser que l'autre, il a entièrement tort? Parce que si l'autre, il a entièrement tort, qu'est-ce que tu fous sur la photo? Puisque tu n'as rien fait, toi. En quoi tu es concerné si tu n'as rien fait? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est comme si ta femme, elle te dit, chérie, tu étais à la bar mitzvah des chiches portiches? Non, j'étais pas. C'est pas possible. Pourquoi, mon amour? Parce que j'étais à la bar mitzvah, j'ai demandé l'album photo de la bar mitzvah, j'ai regardé les 500 photos, il y a 483 photos, tu es dessus. Alors on te voit au buffet, on te voit en train de draguer la serveuse, on te voit avec les parents, avec le bar mitzvah, on te voit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 483. Comment c'est possible que tu sois sur la majorité des photos et que tu n'étais pas à la bar mitzvah? Comme tu veux ou non? Mais dans ta vie, c'est comme la bar mitzvah. Tu ne peux pas être dans toutes les situations de ta vie et ne pas être concerné par la majorité des situations. Donc à chaque fois que tu dis, c'est pas mon problème, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, ça me saoule, c'est pas le moment, on verra plus tard, qui a dit, où c'est marqué, ça me prend la tête, j'ai pas les nerfs, j'ai besoin de réfléchir, tu me prends de court, ça veut dire que tu n'étais pas sur la photo, mais qu'est-ce que tu fous sur la photo? Pourquoi le bon Dieu, il va te mettre dans une situation qui ne te concerne pas? Donc quand vous êtes deux, quand tu es seul dans une situation, c'est que tu es concerné à 100% par la situation, ça s'appelle la Emouna. Quand vous êtes deux, ça veut dire que tu es concerné à 50% par 100% de la situation. Quand vous êtes 3, ça veut dire que tu es concerné à 33% par 100% de la situation. Mais c'est impossible que tu ne sois pas concerné. Parce que qu'est-ce que tu fous sur la photo? Alors, vous savez, rien que ça déjà, combien de malades ça soigne? Combien de gens... Ah, moi ça ne me concerne pas. Hein. De toute façon, moi je fais le fric, c'est toi qui fais l'éducation. Mais pour faire les bébés, on les a fait à deux, non? Donc on les éduque à deux. Maintenant, moi, je vais te soutenir dans ton travail. Donc, je fais partie de ton travail. Toi, tu as économisé la bonne. C'est moi qui ai rangé la maison. Ça s'appelle marié sur le régime de la communauté. C'est pour ça que après la maison, elle appartient aux deux. Mais qu'est-ce qu'ils font les salauds? Ils disent, c'est moi qui ai payé le crédit, je garde la maison. Mais c'est vrai que c'est sorti de ton compte. Mais tout l'argent que tu n'as pas dépensé pour autre chose, c'est moi qui l'ai amené. Donc, ça s'appelle marié en communauté. Alors si déjà il n'a pas compris que la maison elle est aux deux, comment il va comprendre que leur vie elle est aux deux et que le mariage il est aux deux? Or rappelez-vous que la femme c'est la moitié de la neshama du mari. Vous savez ça ou non? La femme c'est la moitié de la neshama du mari et la neshama du mari c'est la moitié de la neshama de l'homme. C'est-à-dire que si toi tu as fait ton tikkun, tu as fait toutes les mitzvot, tu as appris toute la Torah entière, tu étais rosh yeshiva, tu as formé 20 000 élèves, tu arrives là-haut, le bon Dieu il dit ta femme elle était épanouie, tu dis non, il manque la moitié de la neshama. Tu dis non, mais c'est une khmara, c'est la bonne, elle était là juste pour les besoins sexuels. Non, 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 non. C'est la moitié de ta neshama. C'est-à-dire que si toi, tu as une étincelle du Harizal, et c'est grâce à ça que tu étudies la Torah, elle a la moitié de cette étincelle. Et c'est pour ça qu'elle t'a encore rejeté dans ta Torah. Parce qu'elle avait la moitié de l'étincelle de la neshama du Harizal. Mais comme tu l'as angoissée, frustrée, cassée, castrée, elle n'a pas pu exprimer sa spiritualité. C'est à cause de toi. Donc maintenant, il faut que tu reviennes en Gilgoul parce que tu as empêché ta femme d'être elle-même. Et en étant elle-même, elle était un avec toi. Et si vous étiez un ensemble, le tikkun de la neshama, il aurait été complet. Vous me suivez ou là? Donc ça veut dire qu'on a tout à gagner à travailler sur soi, à évoluer, à se remettre en cause, à approfondir, à étudier. Si vous étudiez la Torah, Mazal Tov, mais aussi travailler les midot. Travailler. Je parlais tout à l'heure avec un rave. On parlait des avrichim. Alors, je ne parle même pas des balébatim, encore moins des traditionnalistes, encore moins des élèves de Rottweiler. Orviller. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque juif, il a une mitzvah de travailler ses mitzvot. Chaque juif, il a une mitzvah de se construire. Chaque juif, il a une mitzvah de devenir. Maintenant, pour ça, t'en fais pas, le bon Dieu, encore une fois, il t'a donné le programme, c'est la Torah, et après, il t'a donné les partenaires. Et l'interaction des partenaires, c'est qu'encore une fois, quand toi, tu vas être un bon mari, eh ben, tu vas acquérir chez toi les midot du bon mari. Quand tu vas être un bon papa, tu vas acquérir les midot du bon papa. Quand tu vas te développer dans ton travail, tu vas développer la conscience professionnelle.
quand tu vas appliquer les mitzvot avec cœur, tu vas atteindre la conscience de Dieu, ce qu'on appelle la Hirat Shamayim. Maintenant, quand on meurt à 120 ans, on est enterré comment? Avec les diplômes, avec les serfas, avec les gmarot, tout nu avec un talit. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne va pas juger ce que tu as fait, on va juger ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait. Donc les gens ils se demandent, mais ça va être quoi mon monde futur? Ça va être comment? Je vais être avec Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais être avec Bill Gates, je vais avec la Sti, Esther, la Esther. Non, parce que Madonna, elle s'est fait appeler, quand elle s'est convertie, elle s'est fait appeler Esther. Mais pas n'importe quelle Esther, la Esther. Bah, comment tu peux mettre les téfilines et jeter ta culotte dans le public? Il faut choisir, chérie. C'est là ou là. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ça va? Non, il y en a qu'un. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris. C'est qu'on ne va pas être jugé sur ce qu'on a fait, on va être jugé sur ce qu'on est devenu. Mais si, l'oranenu chasvé shalom, simsilenu, on n'est pas devenu, mais qu'on a fait, je ne te parle même pas qu'il n'a pas fait, on a fait, on n'est pas devenu. Vous suivez toujours? Alors il dit de Rav Yerucham Halevi, qui est très 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 religieux, il aurait pu habiter à Neuilly, je pense, ouais. Il a dit que Kol Achaim Zele Afer Yedia Leteva. Toute la vie, c'est de transformer une connaissance en nature. Vous suivez ou non? Maintenant, la nature, elle peut changer. La pensée, elle peut changer. Mais la nature, non. Tu dis, mais la Torah, c'est de la connaissance. Oui, mais il faut que ça devienne de la nature. Mais l'amour de l'autre, c'est quoi? C'est une notion civique nécessairement applicable dans une société équilibrée? Ou c'est... Tu peux pas l'insulter. Ta femme, elle est rentrée dans ta nature. Le respect, il est dans ta nature. Le kavod, le chesed, il est dans ta nature. Tu peux plus. Tu fais le radin, je peux pas. Elle me dit, je veux ce diamant, tu es obligé de l'acheter. Mais t'es fou, t'es inconscient. Écoute, je peux pas, j'arrive pas. C'est connu, Rav Israël de Sarcelles. Toute sa paye, il a acheté des bijoux. Sa femme, elle dit, bon, on va pas manger. Il dit, je t'aime trop. Rav Israël de Sarcelles. Ouais. Et l'autre, tu lui dis, chérie, il fait un bijou? Non, écoute, il y a 10 ans, je t'ai offert un manteau de fourrure. On l'a pas encore amorti, d'accord? Le bijou, si Dieu veut, à la naissance du 9e ou à la brit mila du petit-fils de ta sœur, d'accord? C'est-à-dire jamais. Voilà. Bon, c'est une ville du Maroc très connue, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, c'est de devenir, ouais, et ça prend du temps, et ça prend des efforts, et ça prend de la sueur. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter. Je donne une conférence par jour, et je répète, et c'est diffusé sur YouTube, et sur les Facebook, on ne sait plus où le mettre, sur ce SoundCloud, et maintenant on va faire ce Spotify, on ne sait plus. Et les gens encore, ils me disent, ah mais Chétri, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Yahama. Ce qu'il faut faire, il faut devenir. Maintenant, moi je te donne des outils. On n'est pas obligé d'apprendre de Ben Chétri. Bon, Hachem, il y a beaucoup. Ouais. Tu peux faire aussi 20 ans d'Yeshiva et arriver à peu près au même niveau. C'est pas évident. Parce que le problème, c'est que faut pas seulement apprendre. Il faut traduire, intégrer et traduire dans un langage que toi tu saisis. Parce que tout ce que je vous dis, c'est... Regardez, j'ai ouvert la caméra, je ne l'ai même pas vu. Ouais. Donc c'est pour ça que, sans aucune connotation commerciale, c'est pour ça qu'on a écrit des livres et qu'on a fait les packs Shalom Bayit en USB, parce que les gens, ils n'ont plus de CD. Ouais, pour accompagner, c'est des programmes, c'est que les gens, ils ont 20 cours à travailler sur 6 mois et qu'ils le fassent. C'est pareil pour l'éducation. On a fait les packs éducation. C'est pas pour gagner de l'argent. Je vous dis, les goïms, ils me proposent 15 000 € par conférence en séminaire de développement et de bien-être. À La Réunion, tout frais payé, plus 15 000 €, je vais pas. Parce que j'ai pas fait 20 ans d'Yeshiva pour aller faire le clown et le coach. Ouais. Et les feuilles, ils te disent, est-ce qu'on peut avoir un serfa? Mais non, déjà, il te donne... En plus, un serfa, je dis, tu veux pas un serfa sur l'enterrement de ta mère aussi? Ouais, d'accord, mais bon, c'est pas grave. C'est notre peuple et on l'adore. D'accord. Mais c'est pour vous dire, juste, que ce cours, Baruch Hashem, j'espère qu'il vous a accompagné mentalement et que vous allez rentrer à la maison et que vous n'allez pas vous en servir pour dire
Parce que je vous vois pendant le cours. Chacun regarde l'autre. Non. Bon, Hachem, vous étiez là les deux. Chacun il a entendu. Et si l'autre n'était pas là, tant pis pour lui. Mais ne vous servez pas de la Torah comme un marteau en or pour casser la tête de l'autre. Parce que les gens grossiers, ils se mettent des coups de poing. Et les gens fins, ils disent des mots méchants. Non, t'as entendu des vérités, elles sont pour toi. Fais ton travail. Toi aussi, fais ton travail. Ouais, si vous voulez, ici, il y a David à votre disposition. Il va vous vendre. Ça coûte 50 €, c'est-à-dire le prix que vous auriez payé pour une consultation. Donc sur 3 ans de consultation, imaginez combien ça va vous coûter en psychologue de couple. C'est là. Sinon, vous avez ma chaîne YouTube et c'est gratuit. Parce qu'on a vu que le gratuit part beaucoup mieux dans la communauté. Après, dans la chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle « Prenez votre couple en main ». Là-bas, il y a des cours qui ont été donnés pour des couples. Il y a des cours qui ont été donnés en formation pour des médiateurs de couple. C'est-à-dire qu'à la limite, au pire, vous pouvez devenir coach. Non, je vous dis, moi j'ai des gens, ils font 3 ans d'études. Après, ils me disent, écoute, Erika, j'ai fait 3 ans dans un centre pour apprendre chez les Goïm. Et au bout de 3 ans, j'ai dit à la directrice de stage, écoutez, vous dites des mots qui ressemblent à des mots que je connais, de quelqu'un que je connais. Elle dit, la Goya. Hein. Il dit, mais qui? Elle dit, Ben Chetrit. La Goya, elle dit, mais j'ai tout appris de lui. Enfin, le mec, il a payé 5 000 € maintenant. Pour que dalle. Ouais. Donc c'est gratuit. Voilà, vous avez la chaîne YouTube, vous avez l'application iPhone, mais tout ça, c'est la partie facile. D'accord? C'est-à-dire la connaissance. Après, il faut travailler. Maintenant, si vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens malins, vous écoutez les cours, ça vous fait du bien, vous le mettez en repassant, préparant les halotes, comme ça va un peu imprégner les boulettes, d'accord? Mais si vous êtes encore plus malin, vous prenez un cours sur une chose que vous êtes sensible. Vous dites, tiens, j'ai un problème avec le respect de moi, tiens, j'ai un problème avec le mensonge, j'ai un problème avec la colère, ouais. Et vous prenez et vous le mettez par écrit le cours. C'est très très contraignant, hein. Et après, vous écrivez la résonance du cours, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti en écoutant le cours. Et ça va vous donner le portrait robot de votre intériorité par rapport au cours. Vous me suivez ou non? Ça correspond déjà à 1 an et demi de thérapie. Parce que l'autre, il n'y a rien qui t'écoute, alors qu'il doit te faire de l'analyse. Il n'y a rien qui t'écoute pour que toi, tu t'analyses. Mais qui c'est qui a la capacité de s'analyser? Déjà qu'il n'a même pas compris qu'il est deux, comment il va savoir qu'il y en a un autre dedans? Ouais. Et après que vous avez fait ce portrait robot de votre intériorité, vous fixez des principes, vous synthétisez, après vous fixez des exercices, parce que vous êtes un conditionnement, donc vous êtes le fruit d'un conditionnement, donc en changeant le conditionnement, vous changez la personne, et après vous appliquez des exercices, et vous changez. Si vous n'avez pas bien compris, vous m'envoyez un email, il est au dos du livre, d'accord, je vous envoie la méthode, c'est gratuit, j'envoie à peu près 5 programmes par jour, et les gens, grâce à Dieu, les gens sérieux, ils changent. Ils disent, ma vie elle a changé. Il y a une femme, la pauvre, elle a fait 14 ans de thérapie pour une dépression, elle m'a dit, j'ai travaillé 6h30 par jour. C'est une prof de lettres, hein, c'est pas une baha. 6h30 par jour sur votre livre. Elle m'a dit, je me suis soigné. Maintenant, le psy, il lui a demandé. Sérieux, on va danser là? Oui. Donc, bon, enfin, tout ça pour vous dire que les outils sont bons et que le principal, c'est le travail que vous allez fournir. Maintenant, je vous ai juste dédié le cours. Leilou Nishmatam de Chaim Ben Rachel, de Naomi Bat Mesaouda, aussi de mon père Abraham Shimon Ben Simcha, et Léo Ben Aïcha, Israël Ben Aïcha, et aussi le Rav Chaim Dvi Ben Yehuda Rosenberg, et toutes les personnes auxquelles vous pensez, et à Mavdil Ben Chaim pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Myriam Marie Bat Maïda, et aussi pour Yair Ben Anaïsraya, Yaakov Ben Anaïsraya, Messaoud Ben Kamra, Saada Bat Kamra, Shmuel Ben Esther, Tinok Ben Shoshana, David Ben Marlène, Zmorda Bat Mesaouda, Lédé, Ebe Bat Mesaouda, et toutes Linor Batrina. Et toutes les personnes auxquelles vous pensez, Chazak Baruch, encore une fois, beaucoup de bracha, beaucoup de simcha pour cette maison, dans toutes vos familles, que tous les gens mariés le reste et que tous les célibataires se marient. Chazak.